suis en route pour aller interviewer Robin. Il a ouvert une pâtisserie boutique au Vietnam et dans cette vidéo, il nous raconte tout ça, mais pas seulement. Ok, alors commençons par le commencement. Peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Robin. Ouais. Robin Mouquet. Je suis français, originaire de Toulouse. J'ai célébré mes 31 ans le mois dernier. Je suis basé à Saigon, Ho Chi Minh, au Vietnam, depuis 4 ans. Où j'ai lancé une marque de pâtisserie. Génial. Depuis 3 ans désormais. On travaille avec 8-9 collaborateurs. On est basé dans le district 10. On a un shop indépendant avec sa propre cuisine. On livre sur place, à emporter, livraison. On travaille aussi avec des bistrots, cafés ou restaurants de la ville. Top, top, top. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt pas mal, ouais. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu faisais avant de t'expatrier au Vietnam? Du coup, avant le Vietnam, de 2017 à 2019, j'étais en Chine. D'accord. Plus particulièrement au sud de la Chine, à Macao, Ouais. une presqu'île indépendante. Ensuite, j'ai migré à Shanghai quelques mois pour du consulting avant de me poser définitivement à Saigon en décembre 2019, fin décembre 2019, où je suis jamais reparti. D'accord. Et avant la Chine, tu faisais quoi? Avant la Chine, j'ai eu une expérience de 8 ans en France, en passant par Toulouse, ma ville natale, Ouais. Monaco, et j'ai fait 5 ans à Paris, dans les étoilés Michelin, D'accord. ou pâtisserie boutique comme Pierre Hermé Paris. D'accord. Donc toi, t'es pâtissier depuis... J'ai un cursus et un diplôme de cuisinier au lycée hôtelier. Ouais. J'ai eu une expérience d'un an et demi en cuisine avant totalement de finir en pâtisserie. D'accord. Où j'ai compris que j'avais plus de facilité, d'envie de création. Alors c'est un peu marrant du coup parce que maintenant je me retrouve avec le tempérament d'un cuisinier, un peu sans chaud et expressif, avec des créations de pâtissier. Donc c'est un peu marrant quand je me mélange avec des purs pâtissiers qui D'accord. n'ont jamais fait de cuisine, où j'ai toujours un ton au-dessus. Ils sont un peu plus calmes, c'est ça? On va dire ça, ouais. On va dire généralement qu'il y a une petite frontière, une petite limite entre le pâtissier et le cuisinier, même si je respecte totalement les deux caractères. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai gardé le côté sans chaud du cuisinier. D'accord. Tant que ça marche. C'est ça, ouais, Ouais. puis ça me va, c'est moi, je suis expressif, ouais, j'aime la vie, quoi. C'est cool. C'est cool. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi tu as choisi le Vietnam pour ton expatriation et pourquoi Saigon en particulier? Après une longue expérience en Chine, j'avais fait déjà le tour, bien qu'il y avait encore énormément à découvrir. Mais mon arrivée au Vietnam est purement une aventure. C'est-à-dire que c'est totalement, on dit ça en France, un jeu de dés. Je suis parti sur une envie de venir au Vietnam pour ouvrir et uniquement travailler sur ma marque, D'accord. développement et l'ouverture de ma marque. Saigon, tout simplement parce que je l'ai googlisé et j'ai vu que c'était le pôle économique. C'était là où il y avait de la vie, il y avait la plus grande condensation d'habitants. D'accord. Et le Vietnam parce qu'il me fallait en fait un pays dynamique qui se développe, et j'avais gardé un très bon souvenir en fait et une très bonne expérience en voyageant à Hoi An, la première fois que j'ai visité le Vietnam. Et il y avait en fait cet échange du sourire, du contact humain, du business aussi un petit peu, parce que les habitants qui demandent leur chewing-gum, leur coca, leur ci ou leur truc de touriste, Ouais, leur shop ouais. de touriste, ça s'y prêtait vraiment très bien. Et puis il y avait ce savoir compter vite, savoir les termes en anglais, les bons, ce qu'il fallait dire aux touristes. Hoi An était très charmant, j'en ai gardé un très bon souvenir avec les touristes. Donc en fait j'ai voulu retrouver ça, chose que je n'avais pas en Chine. Et je l'ai juste optimisé quand j'ai regardé Saigon, le pôle économique,
ce que je pouvais développer avec mon business, chose que j'aurais jamais pu faire à Hoi An par exemple. Ouais. Parce que c'est trop petit ou... C'est trop petit, c'est touristique, donc c'est des gens de passage. D'accord. Alors que quand on est à Saigon, Saigon c'est un petit peu comme une ville que j'ai pu connaître, comme Paris, comme Hong Kong. C'est des villes où on travaille. Quand on a fini de travailler, ce qu'on recherche c'est de sortir de là carrément en fait. Donc en fait, j'ai retrouvé un feeling familier à Saigon qui est décuplé parce qu'il y a des dizaines ou douzaines de millions d'habitants. C'est énorme, ça grouille. Une vraie fourmilière. Ouais, et puis ça vit 24/24. Ce que j'aime ici, c'est principalement la vie la nuit en fait. Déjà à partir de 3-4 heures du matin, les gens vivent. Je suis pas insomniaque, mais pas loin. J'aime pas trop dormir. Donc moi en fait, quand je prends mon café à 2-3 heures du matin, que j'ouvre le shop, ou je démarre juste la cuisine, tout le monde passe avec son chariot dehors, la street food, etc. T'es pas tout seul, quoi, clairement à 4 h du matin. Absolument pas. Donc en fait, il y a aussi des connexions que j'ai eues plus facilement au Vietnam qu'avec la Chine, parce que c'était mon mode de vie. Même avec la France, à 4 h, 3 h du matin, personne n'est vraiment happy de démarrer le travail. Ici, ça va plus vite. Et puis à 4 h du matin, un sourire est plus facilement échangé qu'à Paris. Même si j'adore Paris. Mais pour un confort de vie que j'ai pas trouvé ailleurs, c'était le Vietnam. Pour démarrer mon business, aucun regret d'avoir choisi Saigon. Donc si ça à refaire, je le referai 10 fois. Et aujourd'hui, on développe en fait la toute petite idée qui était d'ouvrir un shop et lancer une marque à Saigon. C'est-à-dire maintenant, on est en termes de le développer et après 4 ans, et je suis très content du coup d'être resté à Saigon, même malgré cette période du Covid. Donc c'est un choix pas réfléchi, c'est un choix sur un coup de tête, c'est une aventure énorme, mais à la fin, il n'y a toujours pas de regret et s'il faut même doubler les années que j'ai déjà faites, je le fais. D'accord. Donc tu dis que c'était sur un coup de tête, mais est-ce que tu avais quand même des petites appréhensions, des petites peurs? Non, peur, oui. Peur, oui, on en a tous, je pense. Même dès lors qu'on veut s'expatrier, on quitte un confort de vie, on quitte la France. Mine de rien, on a quand même pas mal d'avantages en France qui font qu'on a un mode de vie quand même français qui est très très bon. Et quand on décide de partir dans une culture totalement opposée, en Asie du Sud-Est, pas la même culture, pas la même food, pas le même climat, rien n'est identique, absolument rien n'est identique. Donc ouais, il y a des anticipations, il y a des peurs par rapport à ça, mais en revanche, il n'y en a pas dans l'optimisation du travail, dans le développement du business. Elles sont totalement contrôlées et elles servent juste de moteur. Donc en fait, une fois qu'on peut les contrôler, c'est comme si c'était l'équivalent du chef mal luné qui t'aboie toute la journée dessus parce que tu es un peu fatigué ou que tu travailles mal. Là c'est pareil, tu te dis j'investis de l'argent dans un pays que je connais rien, je parle pas leur langue encore, il y a plein de choses qui ne vont pas, à part le bon feeling de vouloir vivre ici. Et ça suffisait. Tant que moi j'avais trouvé une place où pour la première fois, je me sentais à l'aise pour pouvoir y vivre. Tout le reste pouvait se passer. Il y a ça, est-ce qu'il y a aussi le fait que tu sais ce que tu vaux dans ton travail? Aussi, parce que, mine de rien, l'expérience qu'on s'offre, pour laquelle on travaille en France, on ne l'a pas en Asie du Sud-Est. Je veux dire, ce niveau de perfection, même s'il y a des restaurants étoilés en Asie très bons, très cotés, c'est pas la France. Paris, c'est vraiment le pôle, Tokyo peut-être aussi, mais Paris, c'est vraiment le pôle de la gastronomie. Les gens du monde entier viennent, il y a aussi des bureaux. Donc en fait, il y a toujours une effervescence, une émulation autour des restaurants gastronomiques. En Asie, on l'a moins, mais quand on arrive avec cette expérience, je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai les bases de mon métier. Donc au moins, même si je ne parle pas encore le vietnamien, même si je ne parle pas le chinois, même si je ne vis pas en Asie du Sud-Est depuis très longtemps, ou même au Vietnam, putain, je connais mon métier. Ouais. Ça au moins, c'est bon. Vous m'enfermez, tu m'enfermes dans une cuisine, tu dis ok, fais un gâteau, fais quelque chose, très bien. Je
pas besoin de parler, j'ai pas besoin d'expliquer, je fais mon gâteau, le gâteau il est fait, c'est bon. On s'adapte un peu par contre aux conditions climatiques et aux produits qu'on utilise, mais dans les grandes lignes, non. C'est moi qui apporte les techniques que j'ai apprises en France, donc je rapporte un savoir-faire que le Vietnamien n'a pas forcément eu l'habitude en grande partie de voir, à part sur YouTube peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment l'apprentissage pur et dur en cuisine tous les jours de l'année, il l'a pas. Donc moi je sais que je l'ai. Et le but, c'est que faut pas déconner au début, faut bien faire le taf. Et une fois que ça commence à prendre, ben, j'arrive à attraper du staff qui me fasse confiance et qui travaille avec moi, qui veut l'apprendre, mais aussi des clients. On garde une image et on avance comme ça. Donc on va dire que le plus dur est fait. D'accord. Ouais. Ah, c'est cool. Donc pas vraiment aucune appréhension et juste pas vraiment de peur alors au final en fait. Si quand même. Si quand même, je peux pas. Peur de l'échec ou peur de. Non, ça non. Ça, non. Non, parce que même si j'échoue demain, je me relève. Tu vas, ouais. Si c'est pas Saigon, ça sera ailleurs. Si c'est pas le Vietnam, ça sera ailleurs. Après, je mise quand même énormément sur le Vietnam. D'accord. Parce que j'y suis quand même très très bien. D'accord. Non, sinon c'est pas. C'est l'âme de l'entrepreneuriat en fait. Oui, sinon tu commences jamais. Ouais, je pense. Et puis j'ai quitté la France à 25 ans. Ouais. J'ai quitté Toulouse à 19. J'ai jamais vraiment voulu vivre autour de mes racines. Ouais. Donc non, toujours découvrir. J'ai pu déjà voyager pas mal en Asie du Sud-Est, en Asie. Donc non, je veux encore rencontrer. Et, ouais, il y a des peurs, tant qu'à se contrôler, c'est bon. Quoi. Mais sinon, il faut cette peur, c'est excitant en fait. C'est vrai, dans un sens, ouais. Quand on n'a pas ces repères, quand on n'a pas déjà la sécurité du salaire, la sécurité d'une assurance maladie ou autre, qu'on a tous ces avantages en France. Non, moi j'aimais pas forcément ça. J'aimais même me mettre en difficulté financière. Puis c'est facile à Paris. Ouais, et puis c'est facile à Paris d'être en difficulté. En Asie, c'est différent. Après, quand on est expat, on peut avoir des conditions de travail un peu plus souples quand même, un peu plus bénéfiques qu'un local. Ça, je le dément pas. Dans ma condition à moi, ayant investi du temps, de l'argent au Vietnam, n'ayant pas vraiment toute cette sécurité, c'est quelque chose qui m'excite à mort. Donc en fait, même si du coup il y a cette peur qui est inclue dedans bien sûr, mais l'excitation et tous les matins, je suis quand même très content d'aller travailler, de pouvoir rencontrer des clients, de nouvelles personnes, de travailler de nouveaux produits. Donc en fait, il y a toujours quelque chose de nouveau tous les jours. Il n'y a pas une routine qui s'est vraiment implantée. Ça, c'est le top, ça. Et donc, en fait, on essaie tous les jours de grappiller un nouveau challenge, un nouveau client, d'élaborer de nouvelles recettes avec des produits qu'on n'a jamais utilisés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça, du coup, c'est l'expatriation qui nous offre ça. En France, on suit une directive, on suit déjà une niche de clients qui est déjà rodée. Elle veut que le meilleur, que le luxe, que le bon. Et puis on suit aussi surtout les pensées du chef, les envies du chef, ses humeurs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas au niveau des créations. Donc c'est l'exécutif qui crée et nous on suit. Ça nous permet de voir des techniques, mais aujourd'hui ce que j'ai gagné principalement dans mon métier, c'est mes créations. Et ça n'a aucun prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ok, donc depuis septembre 2020, tu as ta petite pâtisserie boutique. C'est ça. Ça fait 3 ans. Ah ouais, mais hier 3 ans, ouais. 3 ans, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure en plus. J'aimerais savoir, est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un business au Vietnam? Compliqué, je pense. Mais du coup, j'ai pas de moyen de comparaison. Même avec la France ou avec un autre pays. C'est au Vietnam, pour la première fois où je cherche à m'établir et à lancer ma marque. Donc oui, il y a eu des complications. Des complications qui ont engendré du temps, de l'argent, mais également de l'apprentissage.
Donc du coup, ne pouvant pas avoir une expérience, n'ayant pas une expérience en France avant, ben, c'était compliqué comme pour quelqu'un pour la première fois ouvrir un business quelque part. D'accord. Après, aujourd'hui, on célèbre notre 3e bougie. Happy birthday. Ouais. Mais le shop a été finalisé que depuis mai 2023. Donc il a seulement 4-5 mois, on va dire. Avant ça, en fait, il y a eu une progression lente du business qui a démarré le 25 septembre 2020. D'accord. La première année, ou un peu plus, 13 mois, j'ai dû élaborer en fait la marque, la connexion avec les clients, mais aussi sur nos réseaux, etc. tout seul. Quand j'étais arrivé au Vietnam, j'avais ni contact, ni amis, ni personne. Je suis arrivé avec un billet d'avion et une mallette à couteau, quoi. Donc en fait, dès le premier jour, il a fallu trouver déjà des contacts, des connexions, que ce soit dans le F&B, dans mon domaine, ou même vie sociale, pour un petit peu capter le feeling de Saigon en premier, du Vietnam, des Vietnamiens, voir un petit peu la ville qui est séparée par une quinzaine de districts. Donc ça, c'était vraiment très important, de comprendre où j'étais, de comprendre le lifestyle, de comprendre leur culture de la food alimentaire en fait. Et tout ça m'a pris 13 mois, tout en lançant en fait mon business. En été 2021, on a été bloqué par le Covid. Ouais. 3 mois à être affilié à la maison, pas de sortie, on ne pouvait pas promener le chien. Sinon j'aurais acheté un chien, je pense. Comme en France. Mais du coup, c'était très strict. Suite à ça, après, en printemps 2021, j'ai eu mon premier staff. Ça s'appelle Anna. D'accord. Alors ça a pris un peu plus de 6 mois pour avoir ton... 13 mois. 13 mois pour... Donc pendant 13 mois, en fait... 13 mois avant d'avoir ton premier staff? Ouais. C'est-à-dire que mes journées étaient remplies et vraiment planifiées du lundi au lundi. C'est-à-dire que le matin, à 2-3 heures, ça se levait, ça allait faire le marché, ça revenait, ça lançait la prod jusqu'à peut-être 6-7 heures le matin. D'accord. Ça checkait les mails, les commandes, ça discutait un peu avec les premiers clients, on va dire. Après, ça prévoyait un retour à la production, livraison après-midi, de midi à 3 heures. Je revenais ici, je checkais les mails pour la production du lendemain, je refaisais un peu de production, je dînais, un peu plus de production, et vers les coups de 21h, 22h, j'allais me coucher. C'était pas trop dur tout seul comme ça C'est éprouvant. C'est éprouvant, mais il y a eu toujours ce côté, le lendemain matin au réveil, vas-y, fais plus. Vas-y, essaie d'attraper un ou deux clients en plus, essaie de faire un ou deux gâteaux en plus. Très éprouvant. Des souvenirs intenses qui sont à moi maintenant. Tout comme quand on commence à travailler pour un étoilé Michelin et qu'on a quoi, 20 ans, quoi. Même 18 ans. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais c'est ce que je voulais. Moi, dans ma tête, je me l'étais mis. Je m'étais peut-être pas mis un palier de difficulté aussi haut. Mais du coup, j'ai démarré, j'ai jamais lâché. Ouais. J'avais aucune envie de lâcher. J'y ai pensé, mais aucune envie de vraiment dire ok, on arrête. Pour le peu qu'on a déjà investi en temps ou en argent, on arrête, on va en France, on va ailleurs, on fait autre chose. Non, parce que du coup, la difficulté, j'en aurais retrouvé une autre en France. Je dis pas que c'est plus facile au Vietnam, loin de là, mais je dis juste que les difficultés ou les avantages m'intéressent plus que ma situation de salarié quand j'étais en France. Parce que du coup, je sais aussi les deux tableaux, salarié ou entrepreneur en France. Mais du coup, je préfère ma situation, le faire au Vietnam, que de le faire en France. Et je dis pas qu'elle est meilleure. Peut-être plus à gagner sur tous les niveaux, quoi. Je veux dire, aussi bien financièrement que personnellement dans... Ouais, en tout cas, ce qu'on a gagné au Vietnam, c'est surtout personnellement. Ouais. Mentalement, la connexion avec les hommes, les humains ici. C'est folklore.
pour moi, c'est toujours souriant, toujours positif. Ouais. Après, il y a des idiots partout. Mais ouais, 9 fois sur 10, je vais dehors, j'ai toujours le smile, je suis toujours content. Même avec ce qu'on peut voir sur le... J'aime bien comparer la vie au Vietnam avec la circulation au Vietnam. C'est-à-dire que c'est un bazar organisé. C'est clair, c'est vraiment ça. On ne sait jamais si ça va, si on peut avoir un accrochage, on peut avoir un carton ou quelque chose. Ça ne sera jamais vraiment très, très méchant. On peut glisser, on peut tomber, mais j'ai jamais vraiment vu un gros carambolage. Mais du coup, ça passe. On ne sait pas vraiment comment. On a anticipé, on a vu le problème arriver d'en face, on a anticipé, on est passé. Ben, moi, depuis 3 ans, c'est ça. C'est-à-dire que je suis sur une corde, je me fais bouger de droite à gauche tous les jours. Que ce soit maintenant avec le staff ou des clients, ou ne serait-ce qu'après 3 ans d'activité avec la petite notoriété qu'on a réussi à construire. Mais du coup, il n'y a jamais une journée stable ou une semaine vraiment tranquille, sans problème. Parce qu'il y a toujours quelque chose à fixer, il y a toujours quelque chose à refaire, à défaire, à modifier. Et ça, ce boulot d'entrepreneur, c'est vraiment énorme. Encore plus maintenant soudé et lié avec une équipe. Ouais. Parce que du coup, ils ont attrapé la vision. Ils ont vu aussi qu'on avait de bons commentaires sur le shop ou sur nos produits. Qu'on avait une image quand même valable, sérieuse, qu'on était pris au sérieux. Et ce côté en fait de ok, on démarre tout de A à Z. Sur le papier, on n'a pas l'entreprise qui génère le plus de profit, ou même qui a le plus de sous en banque pour démarrer. Mais je prends le temps de démarrer, je prends surtout le temps de comprendre tout ce que je fais. Ça n'a pas de prix. Demain, s'il y a un problème sur un point, je saurai plus ou moins le régler. Parce que j'étais peut-être à l'amorce de ce problème, parce que du coup, j'ai peut-être lancé, je sais pas, la comptabilité ou les lois ou la sécurité sociale pour les staffs, j'en sais rien. Mais j'ai toujours en fait eu un œil dès le début. Dès le début où j'ai démarré quelque chose, une mission. Ouais. Donc, c'est plus facile peut-être pour moi étant ici de, on va dire, rater quelque chose, manquer quelque chose et de se rattraper. On peut perdre un peu de temps, un peu d'argent, mais finalement on arrive toujours à sauver les meubles, on arrive toujours à rendre la situation meilleure, le client est content, le staff va être content, on a résolu un problème, on a appris quelque chose et le lendemain c'est une autre journée. Donc difficile, oui. Mais je pense que c'est difficile partout. Oui, c'est difficile partout, ça c'est sûr. Donc du coup, si tu devrais citer les 3 plus gros problèmes que tu as dû faire face pendant tout ton parcours pour développer ton business. La solitude. Ouais. 3 plus gros problèmes. Et toi, plus grosse difficulté, ouais. Donc la solitude. Peut-être le langage. Ouais. Au début, en arrivant au Vietnam, j'ai pris des cours pendant 1 an et demi pour les bases. Pour vraiment me dire, je dois parler le vietnamien, je dois comprendre ce qu'ils pensent, je dois échanger avec eux. Je suis l'étranger, donc je ne peux pas leur imposer l'anglais. Donc j'ai appris pendant 1 an et demi, quand le business était encore, 80% de ce temps j'étais tout seul, donc c'est déjà plus facile. Je me rappelle, ma prof venait, c'était une prof indépendante, donc en fait elle me faisait cours pendant que j'étais en train de faire, je sais pas, une tournée de Madeleine peut-être. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, en fait, on discutait. Mais sur le moment de l'action. Parce que j'avais pas forcément à chaque leçon qu'on faisait ensemble, le temps de m'asseoir sur une chaise derrière un bureau et prendre le cours. Donc ça, c'était vu avant qu'on commence à travailler ensemble. Et je lui ai dit, moi, est-ce que ça t'intéresse de faire des cours comme ça, un petit peu en action? Il y en a qui vont à une terrasse de café. Nous, on travaillait dans une pâtisserie, debout, à faire la madeleine ou tout comme ça. T'es content, t'avais mangé. Double rémunération alors. Et moi, du coup, je travaillais, j'apprenais. Et c'était vraiment cool. On est toujours en contact d'ailleurs. Mais le travail après s'est un peu enchaîné. J'ai eu de la chance de trouver des staffs aussi qui parlaient un petit anglais. Qui ont aussi évolué leur propre anglais. Le mien également. D'accord. Donc on a fait l'impasse, j'ai fait l'impasse sur le vietnamien
l'anglais allait plus vite. Mais en cuisine, on a gardé des post-it En vietnamien? pour des produits avec français, anglais, vietnamien. Ok. Donc en fait, il y avait ce côté où mes équipes voulaient apprendre aussi un petit peu, pour certains, le français. Je leur ai dit que j'avais aucune prétention et envie de devenir prof de français. Et que s'ils devaient l'apprendre, ça serait certainement par Robin qui dit des choses en cuisine. Mais généralement, quand on parle comme ça, c'est des gros mots. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, je sais que moi, mes équipes, ou tous ceux qui ont travaillé avec moi plus de 15 jours, ils connaissent tous les bases. Les bases des gros mots. Donc ils les ont. C'est jamais personnel naturellement, mais voilà, on le sait, c'est une expression de Et oui, parler. surtout quand on travaille dans des métiers comme ça, en plus, des fois, il faut que ça sorte. C'est ça, donc eux, ils ont appris ça. Suivant l'intonation, ils savent si c'est bon ou moins bon. Mais l'idée, c'est de retourner apprendre le Viet à la fac dès le mois prochain. Cool. Avoir un peu plus de temps pour ça. C'est vraiment quelque chose que je veux m'offrir. Donc, est-ce que tu considérais que l'une des troisièmes choses qu'on pourrait dire Je sais pas, comme difficulté, c'était peut-être le temps, justement, le manque de temps? Ouais, mais ça, peut-être. Parce que peut-être que ça t'a handicapé sur autre chose, justement, du coup. Ben, par exemple, tu pouvais pas aller à la fac à l'université pour apprendre le vietnamien, ou peut-être plus développer ta marque en extérieur, aller Ouais, voir on va dire le temps. Parce que. Allez, on dit le temps pour mettre un troisième truc. Non, parce que vraiment les deux vraiment marquants, c'était d'être tout seul au début et de surtout jamais savoir quand est-ce que ça va changer. C'est ça le pire peut-être. D'accord. Ça amène pas plus de peur, mais c'est de se dire, ok, je me lève le matin, Oui. personne. J'ai des clients, j'ai ça à faire, moi mon planning il est bon. Mais du coup, il faut se dire que Robin, si tu veux parler, tu parles solo. Si tu veux écouter la musique, tu écoutes la musique. Après, bon, je suis tempérament aussi à pouvoir être comme ça, à m'auto-suffire. Ouais. Je suis quand même un garçon très énergique. Mais c'était peut-être ça tous les matins, peut-être le plus dur. Et tu te dis, peut-être solo. Si tu n'as pas envie de laver la cuisine, tu peux pas ne pas avoir envie de laver la cuisine. Si tu as, tu laves la cuisine. T'as pas le choix, t'es dos au mur, t'as pas le choix. C'est ça en fait. Et ça arrive minimum une fois par semaine. Et ça, c'est te dire non, j'ai pas envie de laver, je vais faire demain. Je peux pas, c'est impossible. Mais ouais. C'est impossible, ne serait-ce même que de livrer. Il m'a demandé tard et tout, même si le client va accepter de payer un supplément parce qu'il comprend que la journée est longue, mais à 20h, tu sais que tu as une livraison, 20h, tu dois livrer le client. Et ça forge. Je pense que ça forge. Mon passé a fait que, mais le fait de vivre un présent comme ça aussi, c'est de dire ok, tu remets réellement les mains dans le plat, tu repars de zéro sur un autre point de vue, c'est-à-dire expatriation, ouverture de business, etc. Mais tu repars à zéro. Comme quand tu fais tes débuts en cuisine, tu sais rien faire, tu pars de zéro. Donc c'est pareil. Et du coup, est-ce que tu trouves que ça t'a donné plus de discipline? Non, parce que ça, je l'avais déjà. Ah ouais, Ça, je l'ai appris par la famille. Ok. Des métiers manuels, des métiers durs. Pas bonne hygiène de vie, mais j'étais un enfant très indiscipliné, mais très actif. D'accord. Donc très tôt, ma famille, mon grand-père m'ont mis au travail à 8 ans. Donc les week-ends, t'as pas de week-end. Les vacances, tu travailles. Quand tu vas à l'école, quand tu retournes à l'école, tu es content. Parce que tu sais qu'à l'école, tu vas pouvoir faire l'idiot. Donc, quand tu es en vacances, tu travailles. Et ça, c'était... Bon, même si au travail, je faisais l'idiot. Mais c'est là où, du coup, j'ai appris ma discipline, ma rigueur. Le fait de travailler plus que de raison. Et maintenant, c'est marrant parce que, du coup, c'est ma famille qui me demande de me calmer. Ah, c'est dingue ça. Faut se marche arrière quoi. Donc, ils me demandent de profiter un peu plus, de prendre des vacances, de prendre des... Et ça, c'est marrant. Et je me dis, peut-être que j'ai franchi un cap. Du coup, peut-être que j'ai fait... Bon, moi, je compare pas les temps. Hein, parce que là, je parle de mon grand-père ou même de ma famille. Mais je me dis, moi, mon grand-père, il m'a jamais dit, t'en fais pas assez, quoi. Ou t'en fais trop, pardon. T'en fais trop. Il m'a dit, toujours plus, toujours plus. Et j'ai gardé ce tempérament. Et là, 20 ans plus tard, t'en fais un peu trop, prends des vacances, pose-toi un peu, doucement.
Il n'y a pas que ça. Alors qu'avant, il n'y avait que ça. C'est dingue. Donc la discipline, elle vient de là. Il y a aussi l'apprentissage de l'expatriation. Je l'ai eu à Macao, je l'ai eu en Chine. Là, c'était la première fois vraiment que je passais les frontières françaises pour m'installer, pour travailler. D'accord. Ouais, là, c'était déjà plus dur que mon arrivée au Vietnam. Ouais. Mais l'avantage avec Macao, c'est que je suis arrivé avec des expats. Donc, on est arrivé pour une ouverture de compagnie, d'hôtel. Ouais. Donc il y avait plusieurs expats rattachés à différents restaurants ou différentes compagnies. D'accord. Donc du coup, on est arrivé dans le même panier, plus facile. Chose que je me suis interdit de reproduire à Macao, à Saigon. Ouais. Saigon, je me suis dit non, je veux connaître la culture locale. J'ai pris la maturité de l'expatriation. Maintenant, à moi de prendre la maturité de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc c'est juste des paliers. Et il n'y a absolument rien à regretter de m'être installé à Saigon, district 10, là où je suis aujourd'hui, où je me régale. Et il n'y a plus de solitude. C'est génial ça. Donc du coup, la solitude, elle est partie. La langue, apprendre la langue locale, c'est toujours en mémoire et il faut juste peut-être un petit pouce-pouce pour vraiment retourner à l'école. Ouais. Et troisième point, le temps. Mais je cours toujours autour après le temps. Bah ça, de toute façon, hein, je pense qu'on est beaucoup à courir après le temps. Hein. On aimerait bien tous avoir des journées de 48 heures. Hein. Donc ouais, le temps, mais ça, je pense que c'est général. Ouais. Et tout le monde voudrait avoir plus de temps. C'est ça. Mais ça fait de bonnes journées quand même au Vietnam. Ça fait de très bonnes journées. Allez, c'est parti les amis, petit aparté pour découvrir la pâtisserie boutique de Robin. Donc on est là, dans le district 10 de Saigon. Voici le petit bébé, le petit shop qui a mis 3 ans à évoluer de la sorte et qui maintenant accueille des restaurants, des clients pour dining. On travaille en takeaway, en livraison, en pré-order. D'accord. On travaille depuis ce shop avec une cuisine indépendante. On a également un service où on travaille comme supply chain pour d'autres cafés, des restaurants, des hôtels. Suivant toujours notre qualité de produit, qu'on maintient par une bonne équipe en cuisine, un bon service en salle et on s'amuse toujours autant à Saigon après 3 ans. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Si on veut te contacter, comment on peut te contacter, comment on peut te trouver? Très simple. On a un système de commande en ligne. Donc on a le téléphone de la boutique. On a un site internet où on a relayé tous nos gâteaux avec description en vietnamien, en anglais, avec appui sur photo. Donc on peut aussi commander directement via le site internet. On a les plateformes Facebook, Instagram pour on va dire les plus feignants. Pour ceux qui nous suivent et qui veulent aller vite. C'est très facile de nous trouver. On est sur les plateformes de livraison aussi, comme Grab ou Shopee. Ouais. Ça aide aussi les touristes utilisant Google ou TripAdvisor, qui est un peu plus western. Mais partout quoi. Ouais, on est partout. On s'est mis à la page. C'est bien, mais c'est comme ça qu'il faut faire. On s'est mis en mode local, ça marche entre eux. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec nous. Ouais. On a une bonne cuisine, on a un bon service, on y va quoi. Voilà. Top. Et tout est fait ici. Top. Je vous mets en description le site internet de la pâtisserie boutique de Robin. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le site internet. Déjà, régalez vos yeux et préparez vos papilles et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Donc tu dis, voilà, une des plus grosses difficultés, c'était la solitude. Au bout de combien de temps tu as eu ton premier employé? 13 mois. 13 mois. Ouais. Comment ça se passe? Très simple. Ça s'est passé vraiment très simple, très simplement. Un jour avant, la personne est arrivée au shop en fin de journée pour prendre rendez-vous pour le jour d'après à la même heure. Le jour d'après arrive, c'est un dimanche, donc elle est à 6h, 6h30. J'avais fini ma journée, le shop était naturellement vide. Et on a discuté 1h15, 1h30. Elle voulait travailler en pâtisserie et c'est elle en fait qui est venue en fait proposer son aide. D'accord. Moi avant ça, je n'avais jamais publié sur les réseaux ou même fait de demande de recherche d'employés parce que je ne savais pas comment faire, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc en fait, elle est arrivée d'elle-même et cerise sur le gâteau, elle est arrivée avec une autre personne.
D'accord. Donc en fait, on a commencé à travailler ensemble fin novembre, non, fin octobre, quelque chose comme ça. Fin du mois et la semaine d'après, du coup, au début novembre ou début décembre, une deuxième personne est arrivée. D'accord. Voilà. Ok. Parti. Donc du coup, pour la petite histoire, n'ayant pas eu de staff pour 13 mois, j'en ai eu 2 à une semaine ou 10 jours d'intervalle en fait. Je me souviens plus très bien. Mais ça m'a permis d'optimiser ma saison de Noël et du tête. Et ça, c'était énorme. Et c'est juste de la chance. C'était vraiment de la chance. Parce que j'avais fait aucune demande. J'avais pas forcément montré d'intérêt. Enfin, je pense qu'intérieurement, je voulais quand même avoir quelqu'un. Mais je pouvais pas crier à l'aide ou je pouvais pas dire que je cherchais quelqu'un. Et je disais à personne que je recherchais. Je savais pas forcément à qui le dire. Parce que je sortais vraiment jamais autre que pour le travail du shop, du building en fait. C'était vraiment Robin est tout le temps là. Vous voulez voir Robin, vous venez à son shop. Il n'est pas visible, on le voit pas. Donc au début c'était ça en fait. Les réseaux sociaux c'était ok, on connaît les gâteaux mais on n'a jamais vu la personne. Si, moi il m'a déjà livré, etc. Parce que je livrais mes clients. D'accord. Et c'est tout. Je n'avais pas plus de temps que ça. Donc j'ai eu pour la saison de Noël 2020 2 staffs, on était 3. Ça a cartonné. Génial. Ça a cartonné sur tous les plans, c'est-à-dire on a bien travaillé et on s'est très bien entendu. Ok. On a pu célébrer Noël, on a fait un repas de Noël, c'était un mix. J'ai un ami restaurateur, la French Villa dans le D2, Thierry Mouron, et il nous avait fait une épaule d'agneau, parce que moi je voulais leur faire découvrir une épaule d'agneau, et c'est bien pour Noël, pour nous en France. Donc en fait on a mangé franco-vietnamien pour Noël. Et après 13 mois de solitude, on va dire, au niveau du boulot, bien sûr, j'ai des staffs, on fait une belle saison de Noël et tête, et on célèbre Noël par un repas. Donc c'était cool en fait. Ça t'a fait du bien. Ouais, parce que ça m'a en fait montré directement que ok, l'année a été vraiment compliquée, même si on compte les mois d'adaptation au Vietnam de 6 à 8 mois, ça fait presque 2 ans, ça a été compliqué. Là aujourd'hui, juste un repas avec un peu de monde, on boit 2-3 bières, on mange de bons produits, on rigole, on a le temps, pour le coup on a le temps. Ça n'avait pas de prix. Ça c'était top. Ça c'était vraiment top. Donc c'était on va dire mon petit cadeau de Noël 2020. 2020 qui était top, on va dire Noël et tête. Ouais. Et ça c'était vraiment top. Et du coup ça m'a donné plus de force, plus d'intérêt aussi, le déclic à me dire ok, l'équipe il me la faut maintenant. Maintenant j'ai besoin de monde. Maintenant je peux plus faire tout seul. Il faut structurer ce que j'ai créé par du staff, une équipe un peu plus importante, essayer de trouver des personnes douées, c'était très important. Tout ça pour arriver à créer des fondations, des bases. Et tout ça, on l'a fait pour 2022. Ça a été très compliqué. Il y a eu des turnovers énormes. On a essayé énormément de personnes. On a fait des pseudo-contrats à vide pour énormément de monde. C'est-à-dire que la petite anecdote, c'est qu'on avait des staffs qui venaient pour une journée, on ne savait pas naturellement. Mais il restait tellement si peu de temps à l'entreprise depuis de leur premier jour qu'on n'avait même pas le temps de signer le contrat ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils repartaient. Et moi, je le recevais un jour après le contrat pour le staff. Bah, le staff est déjà parti. Wow. C'était pas une période trop difficile justement 2022, c'était vraiment très compliqué. Mais on s'attarde. Du coup, c'est là où je comprends qu'il faut s'attarder sur les personnes qui restent et pas les personnes qui partent. Les personnes qui restent ont tout aussi un potentiel. Il faut juste le trouver. Alors je dis pas que c'est simple de le trouver, surtout quand on n'a pas la même culture, surtout quand on vient pas du même milieu, on n'a pas grandi de la même manière. Donc ça c'est déjà important, mais c'est pas impossible. Et toujours par le biais de notre bonne image, des bons produits,
Ben, en fait, ça m'apportait toujours un petit peu de clients par le bouche à oreille. J'ai jamais vraiment marketé la société aujourd'hui. Enfin, en tout cas, depuis le milieu d'année 2023. Mais avant, non, c'était les clients parlent. Ah, tu connais Robin, tu connais les gâteaux? Non, je connais pas Robin, mais il fait de bons gâteaux. Ah, il a le millefeuille, il fait des gâteaux français, il fait aussi des commandes particulières. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai commencé sans menu. Quand j'étais tout seul. Il n'y a pas de menu. Le client m'appelait, je veux ça. Très bien. Je veux ça. Alors, ça demande encore plus de travail. Mais comment tu as commencé alors, en fait, pour avoir tes premiers clients? Du district 7. J'ai démarré dans le district 7, donc de janvier 2020 à juin 2020. Donc pendant 6 mois, j'étais dans un hôtel de backpacker, mais très bien propre, très bien tenu, dans le district 7. Quand j'ai commencé à voir que j'avais plus d'argent, enfin, du moins pas assez pour avant de toucher à mes économies ou autre, je me suis dit, non, mais là, il faut travailler. Okay, qu'est-ce que je peux faire? Donc, à part passer 18 à 16 heures de ma journée sur mon business model, il faut quand même que j'arrive à gagner de l'argent de suite. Oui. Donc, j'avais demandé en fait à la gérante de l'hôtel, à la propriétaire de l'hôtel, moyennant des gâteaux, mes samples, mes essais, etc., ce qui était possible d'avoir une deuxième cuisine, d'une autre chambre, pour avoir 2 frigos, 2 brûleurs, et c'est tout. Et une table en plus. C'était des cuisines d'hôtel, c'est pas Versailles. C'est pas une grande cuisine, quoi. J'ai une photo même d'ailleurs que je pourrais te partager. C'était vraiment très restreint, mais j'ai commencé depuis cet hôtel à rencontrer mes futurs fournisseurs. J'ai pu commencer à zoner dans Saigon pour trouver des shops pour professionnels, que ce soit équipement, que ce soit machine, etc. Et le bouche à oreille a fait que « Ah, mais tu fais des gâteaux aussi ?» Ouais, je vais démarrer. Tiens, il me faudrait ça pour demain. Le premier, c'était ça. Il me faut ça pour demain. Ouais, ok. Donc, une nuit blanche à travailler sur un gâteau, tout simple, mais je partais de rien, j'avais rien. Et le premier a marché, je l'ai livré. Et après, on m'a dit, tu peux faire un gâteau au durian? J'avais pas la culture, j'avais la forme du durian, mais j'avais pas le goût ni la culture du durian. J'ai dit, ok, on va trouver. Je vais au marché, il me faudrait du durian. Ok, sûr et tout. Vraiment insistant, hein, sûr, t'es sûr que tu veux du durian? Ouais, il faut du durian. Je le mange, impossible. C'est pas possible. Donc je dis, écoute, ben, pour s'habituer au durian, il va falloir que je le mette dans ma chambre. Je l'ai mis dans ma chambre. Je me rappelle que tout le staff venait me voir et me dire, mais ça sent. Tu mangeais du durian? Je dis, non, 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 il faut que je m'habitue à l'odeur. Donc ma chambre pendant 2 semaines sentait le durian à fond, à mort. Mes fringues sentaient le durian, tout sentait le durian. Et j'ai fait un gâteau de durian. Dans l'odeur du durian, tout sentait le durian, même moi je sentais le durian. Il est fou ce fruit. Et donc du coup je commençais à m'habituer au goût du durian par la crème, par tout ça, par les gâteaux. Mais je peux toujours pas le manger cru. D'accord. Donc j'ai démarré mes premiers clients Viet, locaux, par un gâteau durian. C'est tout. Mais comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment... Parce qu'au début, moi je devais trouver des fournisseurs, Ouais. je devais trouver des machines, je devais trouver du matériel. Ah donc tu parlais... Donc je leur disais, je suis pâtissier, je suis ci. Avant ça, ce que j'ai pas dit, c'est que, je m'étais imprimé des CV Ouais. et j'avais visité quand même l'industrie F&B à Saigon. Restaurant, café, bistrot, les grands noms, on va dire. J'en ai visité peut-être une vingtaine, une trentaine, au culot, quoi, à la porte. Et à chaque fois, ben tiens, je t'envoie quelqu'un. Ou alors, à chaque fois, la porte se ferme. Il y avait tout, en fait. D'accord. Mais il y en a qui m'ont beaucoup aidé, surtout 2, qui aujourd'hui sont de très très bons copains, parce qu'ils m'ont donné des contacts. Ils m'ont jamais raccroché au nez, ils m'ont toujours répondu, ils m'ont toujours aidé. Aujourd'hui, ouais, notre amitié est inestimable, je les remercie énormément. On n'a jamais eu un intérêt personnel, ça a toujours été ok, ouais, parce que tu peux faire quelque chose dans les 2 sens, soit lui, soit moi. Vas-y, on se pousse. Tu ramènes aussi du sang neuf, tes nouvelles visions. Donc ils ont cru en moi, et moi je demandais tout simplement des dîners à 4 mains pour gagner un peu d'argent, faire les desserts, faire ci, mais jamais pour rien.
Toujours parce qu'il fallait, mine de rien, que je vive. Oui. Même si le Vietnam a un rapport qualité-prix bon, il fallait quand même que je vive. Mais j'avais que des refus. Donc j'ai trouvé la seule solution, c'est-à-dire de produire chez moi et de vendre. Mais à chaque fois que je knockais au dehors et que je voyais des gens, mine de rien, ça me faisait des contacts. Ah tiens, tu peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Donc les gens m'appelaient. Ah tiens, j'ai eu le contact d'un tel, il m'a dit que tu pouvais le faire. Je dis ouais, je peux le faire. Et voilà. Vraiment le bouche à oreille. Bouche à oreille et peut-être 2000 cartes de visite. On va revenir un peu sur le sujet de tes employés. Ça t'a cassé ta solitude, donc ça c'est top. Mais c'est quoi les difficultés que tu as eues? Toi avec eux, mais aussi bien que eux avec toi? Déjà, on va faire de leur sens à mon sens. D'accord. C'est, on va dire dans les deux sens. Les difficultés communes qu'on a rencontrées, Ouais. c'est qu'on arrive de deux différentes ambiances, deux différentes cultures, totalement opposées. Il n'y a absolument rien, à part si on parle du temps de l'Indochine, avec le Ouais. temps français au Vietnam, il n'y a absolument rien en commun qui nous lie dans nos deux cultures. Ensuite, pour eux de travailler avec un expat, ce qui a aidé, c'était les premiers staffs que j'ai engagés qui avaient déjà travaillé avec un expat. D'accord. Donc déjà, ils avaient accroché un petit peu la manière dont pense un expat, qu'il soit européanisé ou américain, on s'en fiche. Mais déjà, ils savaient un petit peu leur tempérament. L'excitation aussi qu'ils pouvaient avoir en plus qu'un Vietnamien. Le partage d'émotions. C'est-à-dire le côté où on a un peu sang chaud, énervé, content, pas content, qu'un Vietnamien n'a pas forcément. C'est-à-dire qu'il est très fort pour dissimuler ses émotions. Moi maintenant, je suis très fier de dire ouais, je comprends mes staffs. Pas tous, mais les plus anciens, je les comprends. Je sais comment elle va penser, je peux l'anticiper. Donc ça a pris beaucoup de temps. Généralement, ça prend 1 an. 1 an, c'est super long, surtout quand tu dois travailler tous les jours avec. Donc du coup, dans le côté où l'adaptation entre Robin et les staffs et Robin, c'était vraiment, on ne parle pas la même langue. L'anglais, c'est même encore insuffisant pour tout le monde, incluant moi aussi. C'était vraiment en fait trouver le même langage, D'accord. la manière de penser, la manière de parler. Après, suite à ça, moi, par rapport à eux, j'ai dû leur donner énormément de temps, énormément de crédit. C'est-à-dire prendre soin de l'apprentissage des techniques, des méthodes, principalement en pâtisserie. C'est mon domaine. Donc du coup, j'avais vraiment une base. Et leur donner énormément de temps de support et de confiance aussi envers leurs clients. C'est-à-dire que dès qu'une fois que je pouvais laisser une personne réaliser un gâteau, le finir, qu'on recevait un commentaire positif le lendemain ou une fois qu'il était consommé, c'était très important pour moi de le partager avec la personne qui a fait le gâteau. Ah d'accord. Là, le sourire, il est là, la confiance, elle est là. Et ça vient pas de moi. Moi, ça pourrait être pris dans le sens où, ok, c'est le boss, il me fait un complément. Mais là, c'est le client. Il est totalement neutre. Il est extérieur à la compagnie. Il a payé. Donc, en plus d'avoir payé le gâteau, s'il complimente bien. C'est la pure satisfaction. Ouais. C'est-à-dire que c'est banco, quoi. C'est gagné. Et ça prend du temps. Je pense que pour les personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui, il fallait 1 an. Il fallait cette année où, ok, ils ont fait 1 an, maintenant, ils ont plus de confiance dans leur travail, ils ont déjà fait beaucoup d'erreurs, qu'ils ne refont plus, et ils ont une habitude de travail. Ils savent que s'ils travaillent suffisamment, on gagne des choses. On gagne de la visibilité, on gagne des magazines, on gagne des clients. Pour le nerf de la guerre, on peut gagner aussi du salaire, on peut gagner du bonus. Tout le monde veut aussi un petit quelque chose à gagner. Il n'y a pas que la société qui doit gagner en image et en vente, mais aussi le staff, il est considéré parce que tous les 3-4 mois, on va faire un pot dehors, on va manger au resto. Les compliments, c'est directement attribué à la personne qui a fait le gâteau, donc c'est toujours partagé. Un client maintenant peut venir
pour un staff et non seulement pour Robin. D'accord. Parce que Niort en cuisine ou mis en cuisine va avoir une facilité pour faire un gâteau que le client va apprécier. Donc le client va venir, ah, c'est Mi qui m'a fait le gâteau, c'est Niort qui m'a fait. Ouais, très bien, je suis content. C'est comme quand on va chez le coiffeur et qu'on veut cette personne plus que l'autre. Ben là c'est pareil. Moi là où je suis content, c'est que j'ai réussi à l'image de la marque, je dois la véhiculer. Ça c'est autre chose par rapport à nos réseaux, par rapport à l'environnement extérieur. Ouais. Mais ce qui est en interne aujourd'hui, ce qui a été créé et abouti, c'est que notre clientèle, ou même notre nouvelle clientèle, est en mesure de comprendre que c'est plus Robin qui touche 100% des gâteaux. Et ça, c'était le plus compliqué après 13 mois de travailler tout seul pour me détacher en fait de Robin va faire les gâteaux pour tout le monde. D'accord. Créer en fait. À déléguer tout ça, c'était voilà. Moi, de mon côté, par rapport à mes staffs, ça a été compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué de déléguer de nouvelles choses. Mais maintenant, j'en ai pris un peu plus d'assurance. C'est-à-dire que je peux déléguer plus facilement. Pas forcément tout. Pas forcément bien. Parce que je peux avoir toujours un petit regard sur quelque chose et ça va déranger mes équipes, ça va les gêner, ça va tout plein de choses. Mais moi, ce que je veux leur faire comprendre ici, c'est rate, échec. Bien, même si on va prendre un mauvais commentaire d'un client, c'est pas grave. Et on l'appelle, on s'excuse. Mais si tu rates pas, si tu fais pas pour rater, si tu fais que pour réussir, ça marche pas, ça va pas marcher pour moi. Mais ça va pas réussir. Donc en fait, au final, tu vas rien faire. Tu vas rien vouloir lancer, que ce soit pour ici la compagnie ou pour toi tout seul plus tard. Ici, tu as la garantie, la protection que, ok, si on a un mécontent, je prends en charge. J'envoie un message, je m'excuse, on offre un gâteau, on envoie quelque chose. Le service. Tant que le service est bon, c'est bon. Tant que la cuisine est propre, c'est bon. Le reste, on apprend. Mais au moins les bases. La cuisine est propre. Le service est bon. Et le service est pro. Vous êtes poli, vous dites bonjour, au revoir, vous souriez, vous êtes content quoi. Si on a affaire à une porte de prison, en plus dans un métier de service, bon, pas top. Ouais, moi j'aime pas aller au bar le soir et avoir un croquement en face de moi quoi, qui me sert un cocktail. Quoi. Moi, si le mec qui m'ambiance pas un peu, bon, boire une bière, je vais rentrer. Quoi. Et encore, s'il faut, je ne vais même pas boire la bière. Quoi. Donc c'est pareil ici. Et ça, c'était les premières choses que j'ai voulu vraiment déléguer, c'est-à-dire restez qui vous êtes, soyez ouverts, vous êtes timide, c'est pas grave. Un client, il va le savoir et peut-être que vous allez satisfaire un client timide. Un client timide avec un staff timide, ça peut coller. Moi, étant vraiment explosif avec un client timide, ça peut ne pas marcher. Parce que du coup, je vais l'oppresser, je vais l'inquiéter. Alors, je peux pas plaire à tout le monde et je cherche pas à plaire à tout le monde, je m'en fous. Mais par contre, ceux à qui je plais, c'est parce que je suis moi-même. Donc vous, soyez vous-même. Et puis ça marche. Parce qu'on a des bons retours, parce qu'on a de nouveaux clients qui viennent. On est interviewé, on est la plus battante. J'adore ce bruit. Ça marche avec tout le monde. Il y a de tout pour faire un monde. Il y a tout au Vietnam. On prend tout le monde. Tous les plus gourmands, les moins gourmands, les plus curieux, les moins curieux. Mais au final, on arrive, il y a toujours une raison plus ou moins commune de tous les clients qui viennent chez nous. Soit par l'histoire de comment on a démarré la société, soit par rapport à nos produits, ou soit encore mieux, c'est-à-dire ces deux grandes enseignes qui veulent travailler avec nous, parce que notre CV, mon CV, parce que le background de la société, l'image qu'on véhicule, et ils veulent quelqu'un de sérieux, avec qui travailler, c'est propre, c'est carré, c'est régulier, c'est tous les jours, ça marche. Okay. Donc on en est là aujourd'hui avec le staff, on a brisé la glace, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas, c'est pas ces quelques semaines ou un mois d'adaptation quand on est en cuisine, dans une nouvelle cuisine à Paris. Il faut être patient. Mais ici, il faut vraiment être patient. Et puis c'est rien leur imposer, rien imposer du tout. Ça marche pas. J'ai imposé au début une manière de faire, une manière de fonctionner. Pas que dans les grandes lignes, dans les sous-lignes aussi. Ah d'accord, oui. Ah, ouais. Mais ça marche pas. La rigueur qu'on a, nous, dans une cuisine française, on ne peut pas l'avoir ici. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est juste notre manière de faire. Ouais, c'est plus cool. Par exemple, j'ai jamais été nerveux ou agressif à Saigon. Jamais. Peut-être d'une expérience précédente en Chine,
Du coup, j'ai pu faire tampon en Chine où j'étais peut-être un peu plus nerveux. Ici, jamais. T'as le stress, t'as pas la négativité du stress. Ça change de Paris. Ça change de Hong Kong un peu. C'était un peu tendu certains jours, même pendant la pluie et tout. Shanghai. Mais ici, t'es pas négatif. T'es dans les bouchons, t'attends. Quand t'es bloqué en scooter ici, t'as les boules, tu vois, comme toi à Bangkok peut-être, mais ici, au début, tu comprends pas, merde, je suis en bouchon en 2 roues, j'arrive pas à passer nulle part. Et tu t'excites pas, t'attends. Et c'est exactement pareil ici. S'il y a une expérience qui bloque un peu, qui prend quelques jours, ou un service, il faut faire le gâteau, t'es fatigué, il faut nettoyer, il faut ci. Tu pousses vraiment tes limites au maximum, et à la fin de la journée, tu te dis putain, mais j'ai réussi à le livrer en fait. J'avais une flemme de le faire avant. 3 heures avant, j'avais la flemme, j'étais assis dans la cuisine par terre, chialant, j'en sais rien, ou j'avais pas envie. Et 3 heures après, tu te dis merde, je l'ai livré. J'ai fini ma journée. Je vais me coucher. Tu vas te coucher. Tu te réveilles le lendemain, 3-4 heures du matin. Tu as tout oublié. C'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée. Et ça marche vraiment ici. La définition de vivre au jour le jour, je trouve qu'elle s'associe très bien avec le mode de vie du Vietnamien. On prend les problèmes un par un. Les plus sérieux en premier. Les plus sérieux, c'est quoi? C'est la famille, la santé, le business et le reste. Le pneu qui crève ou t'as un accident de la moto ou j'en sais rien, une connerie. Mais il y a vraiment des priorités. La famille, la santé, le travail. Si ces 3-là ne sont pas impactés, on continue. On n'a même pas besoin d'en parler. C'est vrai qu'ils sont plus relax. Ouais, et du coup, ils donnent de l'importance à quelque chose qui, pour moi, n'était pas important avant. Pas du tout. Du genre, comment ça t'a impacté? Penser à moi. C'est-à-dire que le self-care, je ne l'avais pas avant. Quand tu fais des longues journées, même quand tu as une conjointe, vous vivez ensemble, tu as des proches amis qui vivent avec toi et tout, quand tu es à 100% au boulot, que tu ne regardes pas ce qui se passe autour, et encore moins ce que toi tu as besoin, tu comprends ça quand tu es expat. Tu regardes d'abord le mode de vie local. Tu vois que c'est totalement différent de ce que tu as à Paris ou à Toulouse. C'est-à-dire que moi, je vais aller boire une bière, je vais boire une bière. Mais déjà, le lieu est différent, le service est différent. C'est un peu plus... c'est pas meilleur parce que je préfère ici. Mais sur le papier, le niveau est déjà supérieur. Mais ici, en fait, on s'aperçoit que c'est dans le moins que j'y retrouve mon bonheur. C'est-à-dire qu'au final, ici, consommer une bière en bord de route, chaises et tables en plastique, à même pas 1 mètre du trottoir, c'est mon rêve. Au final, c'est le paradis. Même si tu as ce bruit ambiant derrière de la moto, c'est toute l'ambiance et l'atmosphère qui fait... C'est fait que je préfère largement ça qu'une terrasse à Paris, place de la Madeleine. Tu vois. Parce que ça, c'est vraiment vivant. C'est pour moi vraiment beau. Culturellement, ça a été adapté, arrangé, évolué ici. Avant, c'était des vélos. Maintenant, c'est des scooters. Il y a aussi, si tu écoutes les anciens, il y a de plus en plus de voitures à Saigon. Moi, je ne peux pas comparer, je suis là que depuis 4 ans. Mais il y a de plus en plus de voitures. C'est un mode de vie mieux et qu'on partage beaucoup plus en immersion avec mon staff. Donc de les mettre en confiance, de les mettre à l'aise au travail, moi de m'adapter à leur culture et pas l'inverse. Parce qu'ici on représente, à part dire bonjour, merci à nos clients quand ils viennent au shop, on montre rien de plus que de français. Et quelques créations de gâteaux, mais c'est vraiment Robin, je m'adapte au local, je m'adapte à mes staffs. En respectant les limites, tu vois, je ne vais pas non plus tout faire pour eux, mais on respecte quand même la hiérarchie de statut chef pâtissier, propriétaire et staff. Après le reste, je suis un employé comme tout le monde, je travaille comme eux, je peux même les aider, les faire évoluer. J'ai pas envie qu'on ait juste cette relation de je te paye, tu reçois un salaire, je te paye, tu reçois un salaire. Parce que en France, déjà, on n'est pas éduqué comme ça dans les cuisines. Le salaire ne représente jamais le temps de travail passé en cuisine. Clairement. Donc ici, voilà, c'était vraiment, on est au même niveau. On pousse le travail d'équipe, on pousse le travail de l'équipe. Et ça va en faire notre force. Et ça prend. Est-ce que tu trouves que c'est moins hiérarchique?
Non, pas pour moi. Parce que, mine de rien, la culture locale fait qu'elle sait qui est le patron. D'accord. Donc en fait, j'ai pas de numéro 2 ou j'ai pas d'associé. Donc je suis à 100% maître de ma compagnie et je distribue les salaires, je paye les salaires. Donc en fait, ils auront toujours une image différente de la personne qui les paye. Après, je peux être la personne qui les paye, mais je peux être totalement un salaud aussi. C'est-à-dire mal leur parler, les maltraiter, être vraiment invivable. Et c'est pas le cas. Donc en fait, je suis la personne qui les paye, mais il faut être à l'écoute. Il y a un côté un peu social qu'on n'a absolument pas en France, d'être un peu à l'écoute, d'aider, etc. Il faut aussi apprendre d'eux, leur qualité de vie, leur vie sociale, les parents, frères et sœurs, t'es marié, divorcé, c'est intéressant. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma conjointe ou avec ma famille. Donc en fait, j'ai besoin de savoir avec qui je travaille, ça m'intéresse. Et ça, au début, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément... Pour ceux qui avaient déjà travaillé avec des expats, on leur avait jamais posé la question. Pour certains, on leur avait jamais posé la question. Même s'ils avaient fait 4 ans d'ancienneté avec une entreprise avec un intitulé foreigner, on leur avait pas forcément posé la question. Non, c'était vraiment une relation qu'ils avaient strictement pro, quoi. Ouais, moi, c'est pas le cas. Ouais. Moi, je me suis toujours entendu, j'ai toujours de la chance d'avoir pendant 10 ans travaillé pour les meilleurs, mais aussi avec les meilleurs. C'est-à-dire que j'ai jamais vécu ce problème d'entreprise où merde, je me sens pas bien, j'ai un problème avec le staff, les collègues, on me met des bâtons dans les roues, ou alors on me parle mal, ou alors je prends une domination. J'ai toujours été bien et appris de mes collègues. Donc en fait, moi étant ici, en plus étant dans une maison, je vis au-dessus. C'est quelque chose dont ils sont familiers avec. Il fallait de suite leur faire comprendre que, ok, je suis français, je ne serai jamais vietnamien, je vais apprendre de votre culture, mais je vais le faire. J'apprends, je leur montre. Par exemple, au niveau de la société aujourd'hui, elle en est là. Mon objectif, c'est dans 1 an ou 6 mois, te donner ça, te proposer ça. Et ces objectifs, 80% aujourd'hui, ils sont atteints. C'est-à-dire qu'on a un shop, on a de nouvelles machines, on a de nouveaux staff. Donc j'ai qu'une parole, je tiens mes engagements. Je ne peux pas contrôler le temps. Le seul truc que je ne peux pas respecter, c'est ok, c'est dans 6 mois, mais on l'a dans 10. Il faut être patient. Il faut l'accepter. Tant qu'on a toujours de nouvelles choses, de nouvelles missions et de nouvelles collaborations, ils ne sont pas idiots, ils le voient. Ils sont dans les chiffres aussi avec moi, ils sont dans la production en cuisine avec moi, donc ils savent qu'on a de nouvelles choses à faire, de nouveaux clients. Et tant qu'on a toujours ça, on continue. Est-ce que tu trouves que ça t'aide justement à fidéliser ton staff Carrément. Ouais. Carrément. C'est parce qu'au début tu disais que tu avais un super turnover au début Mais c'était toujours la même histoire. C'est-à-dire que j'ai toujours dit la même chose à tous les nouveaux staffs qui arrivent, que ce soit pour le front ou la cuisine. Je te promets pas la lune. Je te promets pas des 100 et des 1000. Je te promets que tu vas travailler très dur. Ça va être long. Et ça va être comment on appelle ça irrégulier. Donc on va avoir une belle saison, on va bien travailler. Et tu sais pas pourquoi, pendant 3 semaines après, on va plus rien faire. Alors 3 clients, on n'a pas de collaboration extérieure. C'est la mort. Mais on vit ça aussi en France. Quand c'est les basses saisons en cuisine et qu'on attend le service, c'est horrible. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on fait en France naturellement, qu'on comprend. Ici, c'est ça. C'est ok, on n'a rien à faire, rentre à la maison. Putain, non, je peux pas rentrer. Si, rentre. On n'a rien à faire, on est surstaffé, rentre. Non. Et de suite, c'est tu vas toucher à mon salaire. Non. Je te promets que non. Là, c'est la basse saison qui rentre. T'y peux rien, j'y peux rien. Et comme ça. Donc rentre plus tôt. Et pour par exemple une saison comme Noël, Tête, Valentine's Day et autres. Là, il faudra plus charbonner. Là, du coup, je sais, et tu sais aussi, t'es pas bête, que je vais te demander plus d'heures. Viens, on balance. Mais la règle ici, c'est je touche pas ton salaire. Ton salaire, il est fixe. Tu as des avantages, tu peux avoir que du plus, tu n'auras jamais de moins. Si ce mois-ci, tu as fait 20 heures de moins,
T'inquiète pas, la haute saison, ces 20 heures-là, ils vont être couverts en une semaine. Donc mets-toi ça en tête. Et par contre, à la haute saison, quand tu vas couvrir ces 20 heures en retard, m'appelle pas pour me dire tiens, il faut me payer en plus. Bah non, ça va juste compenser la saison précédente. Et ça, ils l'ont compris. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Au moins les basses saisons, ils profitent un peu plus à l'extérieur. Ils ont l'assurance d'avoir le même salaire. À la haute saison, ils doivent passer les heures, le palier des heures qu'ils me doivent pour commencer à avoir des heures en plus rémunérées. Pour compenser les 4 mois où on n'a rien fait. On fait pareil en France. Moi, dans l'équipe usine, on me renvoyait plutôt quand il n'y avait rien à faire et qu'on était surstaffé. C'est jamais le même qui rentre à la maison, plutôt. On tourne et c'est maintenant eux qui déterminent qui rentre. D'accord. Ça donne une responsabilité en plus. À propos des plannings, ils font les plannings. Donc moi, je regarde à la fin du mois. Ils m'envoient le planning quand ils le font à la fin du mois pour le mois suivant. Je regarde. Moi, le seul point que je regarde, c'est être sûr que tous les jours, on a toujours un minimum de staff toute la journée. Après, naturellement, il va y avoir des jours qui vont être plus staffés que d'autres. Mais au moins, je sais qu'on a besoin d'un minimum de staff par jour pour travailler, pour tenir le shop. Ça, une fois que c'est respecté, ils l'envoient à leurs équipes, ils parlent entre eux et on le fait. Et même moi, ils me disent Robin, ce jour-là, il faut que tu sois là. Ok, pas de problème, je serai là. Donc ça les fait faire. Moi, je passe pour le commis, je m'en fous. Donc comme ça, je sais que tiens, jeudi, tu vas devoir travailler avec ces 2 personnes en pâtisserie parce qu'on est sous-staffé. Pas de problème. Mais quand je viens comme ça, je suis pas chef, je suis commis. C'est-à-dire que moi, je suis là pour t'embêter. Je reste derrière toi, je fais rien. Si tu me donnes rien à faire, je fais rien. Vraiment bête et discipliné. Je fais rien jusqu'à ce que tu me dises quoi faire, mais aussi que tu m'expliques comment tenir un couteau. Je sais pas tenir un couteau. Je sais pas mélanger avec le fouet ou la maryse. Je sais rien faire. Ou alors, je vais faire un café, mais je sais pas comment elle marche la machine. Oh, j'ai fait tomber un sirop. C'est un sirop, c'est sucré. Comment on nettoie, je sais pas faire. Vraiment. Ça, tu les pousses à... Ouais, parce que c'est des erreurs bêtes, mais c'est des erreurs bêtes qui arrivent un peu tout le temps. Ok, on continue. Donc, t'es arrivé un peu comme ça sur un coup de tête au Vietnam. C'est ça. Et t'as ouvert ton petit magasin au bout de combien de temps? Je suis arrivé en 9 mois. 9 mois. Comment ça se passe depuis le moment que t'es arrivé et maintenant? Niveau visa, comment tu as fait? Comment tu t'es débrouillé? En fait, le visa, ça a été très simple depuis Paris en France. J'ai pris un visa touriste à l'époque. Donc je parle de ça en décembre 2019. Ouais. Novembre 2019, même novembre-décembre 2019. Il y avait le visa 3 mois renouvelable. Et je crois qu'il me coûtait, pour pas dire de bêtises, peut-être 80 €, 90 €. Plus trop sûr, moins de 100 € pour sûr. Ouais. Pour au total 6 mois. Donc je prends ce visa, très simple au niveau administratif pour remplir un dossier, prendre les billets d'avion, etc. Donc le Vietnam était vraiment à portée de main. Je suis arrivé au Vietnam sur 3 mois, mais il y a eu le Covid. Donc le Covid est arrivé. J'ai pas eu la chance de pouvoir renouveler les 1 fois 3 mois que j'avais déjà avec mon visa initial. À ce moment-là, au Vietnam, c'était 2 choses. Soit on rentrait en France et définitivement on revenait pas, ou soit on passait sur des visas de 1 mois renouvelables. Enfin, c'est sur des visas de 1 mois. Et ne pas de sortie, rien. Donc pas le choix. Je veux pas rentrer, donc je prends des visas d'1 mois. 1 mois. Et on est passé entre mon 4e mois du coup jusqu'à mon 9e, ou même un peu plus, à faire des visas tous les mois de entre 50 et 90 $. Donc au début c'était 50 et après on est monté jusqu'à 90 $. 90 $ tous les mois perdus, hein, mine de rien perdu. C'était rush parce que j'avais pas vraiment commencé encore à travailler. Du coup moi, pour les papiers pour la société en plein Covid, les administrations étaient quand même assez busy. Et puis du coup, il y a aussi un peu plus de contrôle, un peu plus
de réglementation. La réglementation était un peu plus poussée, on va dire, sans être un mal non plus. Hein. Mais tout prenait du temps. Donc je crois qu'après, j'ai pu obtenir mon visa lié à ma société. 5 mois, 4-5 mois après vraiment le lancement de la société. D'accord. Mais comme voilà, c'était long, on était excusé entre guillemets, officieusement excusé par rapport au Covid et à la longueur des démarches administratives, etc. Que bon, ok, la démarche est lancée, les dossiers sont lancés, vous en êtes là, vous n'avez pas encore la licence ou les papiers, fermez les yeux entre guillemets quoi. Et puis je générais pas non plus 100 000 $ de bénéfices mensuels ou hebdomadaires. Donc j'étais vraiment tout petit, on démarrait, mais les démarches étaient lancées, etc. Aujourd'hui, je renouvelle moi mon visa tous les 2 ans, attaché à ma société. J'ai un visa business, un investisseur étranger au Vietnam. Donc tant que moi ma société est ouverte, hein, même pas opérationnelle, c'est-à-dire elle peut être ouverte et générer zéro, c'est légal. Mais tant qu'elle est ouverte, j'ai mon visa dessus. Okay. Naturellement, je dois payer. Voilà. Donc, ce qui pousse aussi à rester au Vietnam, ça c'est très important, c'est que il faut bien prendre en compte qu'un visa pour moi dans ces moments-là, il faut que je le paye. Ça a un prix. Donc en fait, ça revient comme à se dire, je paye pour pouvoir travailler. Je paye pour pouvoir rester au Vietnam. Donc ça motive encore plus. Et ça montre aussi à mes staffs ou à mes clients que, ok, il est prêt à débourser tant pour 2 ans pour travailler. C'est-à-dire que j'ai pas forcément la meilleure condition de vie aujourd'hui. Tu viens pas pour rigoler quoi. Non, c'est que mine de rien, je fais comprendre aussi à mes staffs et je leur mets la réalité sous les yeux en disant, vous imaginez que je paye pour travailler dans votre pays. Donc sur le papier, ça fait un peu bizarre quand même. Mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu, c'est le fonctionnement local, j'ai rien à dire là-dessus. Si on pouvait payer moins, je le ferais. J'espère qu'on va pas payer plus. Mais au moins, ça fait partie des avantages et inconvénients dont j'ai énuméré tout à l'heure. Mais si c'est un désavantage, c'est un qui est totalement accepté et je vis avec. D'accord. Et après, c'est tous les 2 ans. On est censé avoir travaillé bien comme il faut avant pour pouvoir payer les deux prochaines années. Ouais. D'accord. Du coup, maintenant, petite curiosité. 4 ans au Vietnam, hein 4 ans en décembre, là, cette année. Ouais. 4 ans au Vietnam. Qu'est-ce que t'aimes au Vietnam? Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Vietnam? Ce que j'aime au Vietnam, déjà les locaux, les Vietnamiens, une simplicité énorme. Ça ne veut pas dire que c'est pas complexe, mais d'une simplicité. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ils prennent vraiment que les problèmes, ils prennent soin des problèmes plus importants. Le reste, on passe à autre chose. Vivre au jour le jour, ça c'est vraiment un mindset, une mentalité que j'aime vraiment. Parce que c'est comme ça que j'opère aussi, même quand j'étais en France. Bien, on vit au jour le jour. Je sais ce que je veux pour le futur. Le passé, entre guillemets, on essaie d'oublier. Et on vit vraiment ce qu'on fait au jour le jour. Et il y a tellement plus d'émotions à récupérer comme ça. Rencontrer une personne, tu es à fond à 100% avec cette personne à ce moment-là. Tu ne penses pas à autre chose. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime chez les Vietnamiens. Vivre comme ça. Après, Vietnamien, au Vietnam, tu voyages. C'est quand même assez beau. La gastronomie vietnamienne, délicieuse. L'une de mes 3 premières au monde pour moi. C'est varié, c'est épicé si tu le veux, c'est-à-dire que tu le rajoutes, à comparer avec la cuisine thaïlandaise, où c'est de base. Là au moins c'est séparé. Ils font des consommés de malades. Les consommés, c'est quelque chose qu'on voit en France, dans les vieux plats traditionnels français. C'est-à-dire c'est un bouillon, c'est une soupe qui est bien filtrée, c'est délicieux. Et ici c'est tellement bon. Ah ouais, ils font des bouillons, c'est incroyable. C'est incroyable, tu pourrais en boire la marmite. C'est ça en fait, donc c'est... après, il y a des choses, ce que j'aime pas, peut-être le mélange du sucré salé dans la gastronomie vietnamienne. Ah d'accord. Petit exemple, frites, c'est le cliché.
Ils m'ont fait des frites classiques. Et ils m'ont amené une petite assiette avec du beurre et du sucre. C'est comme ça qu'ils mangent les frites. Et naturellement, il faut essayer, il faut goûter. Donc naturellement, quand tu fais ta première frite badigeonnée de beurre et d'un peu de sucre, c'est un peu bizarre. Donc ça, c'est peut-être ce que j'aime pas. D'accord. Après, il n'y a pas vraiment grand-chose que j'aime pas et je suis pas chauvin et j'en rajoute pas. C'est-à-dire que même les inconvénients pour certains, ça en fait des avantages chez moi en fait. C'est ce que j'aime. C'est le bazar, c'est le bazar. C'est pas si propre, c'est pas si propre. Mine de rien, la rue, elles sont peut-être sales pour certains quartiers, mais quand je suis rentré dans les habitations des Viettes, ça a toujours été propre. Ouais. On peut manger ils mangent par terre. Chez nous, on a l'expression on peut manger par terre. Eux, mine de rien, ils mettent un tapis, un tissu, ils mangent par terre. J'ai mangé par terre avec des familles Viettes et j'ai très bien mangé. On n'a plus ce côté où moi je vais pas me mettre à manger par terre de base, c'est pas ma culture. Ou un repas de famille en France à Noël, je pense que j'aurais du mal à convaincre ma famille de manger par terre. Mais du coup, l'environnement, ils se le créent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont déjà ensemble, entourés autour de la table, des produits, etc. Ou même par terre. Il y a la famille. Ils ne se voient pas souvent tous ensemble comme ça. Ils vont partager des plats, ils vont partager des bières. Et c'est plus eux ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont vouloir réussir, c'est le partage. Partage, l'écoute, la communication, rigoler, on boit un coup de trop, on déconne, karaoké derrière. Et ça, c'est le plus important pour eux pour un rassemblement. Et ça, c'est peut-être ce que j'aime le plus ici. Quand je suis invité par mes staffs ou par des amis locaux, c'est énorme. Ouais, bien sûr, j'arrive. Je sais que je vais m'éclater. Même si je ne vais pas comprendre 100% de tout ce qui va se dire, je sais que le moment va être énorme. Ouais. La communication va être bonne. Et puis on parle avec les mains, on parle avec les mains, on parle avec les yeux, on parle avec la bouche, c'est facile. Et ça, c'est un point commun aussi que j'ai avec eux. Ça, c'est énorme. Il n'y a pas, je m'en fous qu'on ne parle pas la même langue. Maintenant, il y a Google Translate, il y a tout ce que tu veux pour traduire. Tu n'as même plus besoin d'écrire, tu parles. Donc en fait, quand je me retrouve avec des baoubés, des gens de sécurité, on boit le café avec eux et tout, et bien on est là avec nos deux téléphones, blablabla, ils traduisent, on parle comme ça. On s'en fout. Après, on sourit. S'il y a quelque chose que je les fais rire en traduisant, il va sourire. C'est encore mieux, ça fait rigoler. Et ça, du coup, c'était ça mon arrivée au Vietnam. Il me fallait toujours ouais, Google Translate avec moi. Tiens, je te parle, j'ai besoin de trouver ça. Ou tiens, viens, on va manger. Ouais, mais on peut. Et ni lui en face, ni moi n'avions pensé dès le début à putain, on parle pas la même langue. Je te fous ici. Oui. T'as faim, viens, on va manger. Viens, je t'invite. C'est tellement facile. Viens, on partage même ne serait-ce qu'une banane, un fruit. Tu fais quoi? Tu travailles? Tiens, je fais des gâteaux, je te montre les photos. Ça suffit? Ouais. On a parlé 20%. Tout le reste, ça a été émotionnel, physique, etc. Ou téléphone. C'est tout, ça suffit. Ce qui est bien, c'est comme ils sont curieux, justement, ça facilite beaucoup la communication en plus avec les Vietnamiens, je trouve. Et c'est ça, ils sont curieux, donc déjà, ils vont venir plus rapidement à toi que toi tirer vers eux. C'est des manias du téléphone. Donc, ah ouais, Google et tout, blablabla. Ça, c'est acté. Et toi, tu as 2-3 trucs à dire, tu souris un peu, lui aussi, c'est naturel. Ouais. Ça marche. Okay. Le lendemain, tu vas manger avec lui parce qu'il a passé un bon moment. Pas de prix. Pas de prix. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est eux, en fait. C'est vraiment eux. C'est le Viet. Ouais. Après, ce que j'aime pas, non, il n'y a pas... Rien de particulier. Non, vraiment rien de particulier. Rien de majeur et tout ça. Non, ouais. Parce j'ai grandi aussi avec les mêmes inconvénients en France. On va dire, je sais pas, l'administration, va être un peu lent. Le côté un peu marrant, c'est des détails, mais c'est peut-être des détails aussi qu'ils n'ont pas forcément la chance d'apprendre quand ils sont en apprentissage à l'école ou autre, ou alors de décupler leur capacité à apprendre un métier dans des grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises-là ne sont pas forcément partout au Vietnam, ou elles sont peut-être pas encore implantées, mais ils ont la curiosité, ils sont flexibles, ils sont modulables, ils apprennent un mauvais chemin. Quand ils apprennent quelque chose, ils prennent un mauvais chemin, ils passent ailleurs, ils prennent un autre chemin, parce qu'ils ont vu quelqu'un faire autrement. Mais ça va être très vite.
Ils vont pas prendre forcément le temps de te poser la question, savoir s'il peut le faire ou pas. Non, il va essayer. Il a vu quelqu'un d'autre le faire, il gagne peut-être un peu plus d'argent ou il gagne 5 minutes de production. Ah tiens, je vais faire ça. Ouais, et du coup, toi, tu arrives en cuisine, tu fais comme ça. Ouais, je gagne 5 minutes, chef, parce que... Et puis le client, il voit pas la différence, ou il aime bien, ou il a apprécié. Je lui posais la question et... Ok, très bien. Du coup, les règles d'or. La cuisine est propre, on fait un beau produit, le service est clean. Fong a posé la question si on pouvait faire comme ça à la cliente. Elle a dit oui. C'est respecté. On y va. C'est nickel. Et ça, ils le font de même. Et ça, je trouve que cette aptitude à évoluer en suivant les conditions générales, hein, c'est pas que dans ma cuisine ou dans le shop, c'est, je trouve, le Vietnam et le Vietnamien qui réagit comme ça. Ouais. Là, on arrive à une difficulté où on ralentit, où on gagne pas assez, où on perd trop de temps. Mais on fait autre chose. On le fait différemment. Et ils vont le faire demain. Et ça, c'est ce que j'aime. Bah, c'est bien, donc apparemment le Vietnam, ça te plaît beaucoup. Beaucoup. Tu es comme un poisson dans l'eau. Surtout pendant la rainy season. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu te projettes vraiment dans le Vietnam? Ou tu dis, bon, bah, peut-être que c'est juste une aventure et un jour je rentrerai en France ou peut-être ailleurs. Comment tu vois ça? Comment tu vois les choses? Je rentrerai pas en France. Parce qu'aujourd'hui, même dans 20 ans, 30 ans, j'ai pas la vision de rentrer au pays. D'accord. Pour des vacances. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, la famille, les amis, etc. Mais pas pour y vivre. D'accord. Donc, j'ai absolument pas cette vision en tête. Par contre, pour le Vietnam, quand je suis arrivé en 2019, déjà, j'avais signé pour 10 ans. Moi, dans ma tête, je m'étais dit 10 ans. On fait 10 ans, on fait 2030. Et maintenant que j'y vis, que j'ai déjà fait 4 ans, j'ai déjà repoussé de 50 plus. Donc déjà 2035. Parce que les 4 premières années, on va dire 5, 4, 5. C'était plus la construction du... Ouais, et du coup, au Vietnam, j'ai pu prendre plaisir 6 mois. Les 6 mois où je suis arrivé. D'accord. Où le business n'était pas encore lancé, où je ne l'étudiais pas sur mon business model, etc. J'ai visité des coins du pays avec la moto ou par avion, des coins un peu reculés ou touristiques. Donc en fait, même moi, quand j'ai des amis maintenant qui voyagent au Vietnam, il y a quoi à faire? Et je sais pas. À part ouvrir un atlas comme lui et dire ok, il y a ça, 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 ça. Ouais. J'ai pas vu. Donc en fait, je sais que je me suis fixé 10 ans. Là déjà, j'ai repoussé 50 plus. Parce que sur ces 4 années que j'ai déjà passées au Vietnam, j'ai fait que construire mon entreprise, développer mon image, le shop, etc. Mais en termes de vie perso, ça représente un infime partie du temps que j'ai déjà passé au Vietnam. Donc je sais que c'est déjà du temps que je vais m'offrir pour plus tard. D'accord. Après, je ne suis pas fermé à vivre encore en Asie, parce que j'adore l'Asie, et spécialement l'Asie du Sud-Est. Mais garder un pied-à-terre au Vietnam. Après, si c'est pas Saigon, ce sera pas Saigon, même si j'adore ma vie à Saigon. Mais il y a des coins, Quy Nhon que j'ai déjà visité. Ah, j'adore Quy Nhon. C'est magnifique. Nha Trang, c'est développé, c'est une ville balnéaire quand même. Mon Nhé, tous ces coins un peu, même si c'est une ville un peu plus. La mer t'attire? On va dire peut-être le cadre va m'attirer, et peut-être parce que ça va être un peu plus cool. Aujourd'hui, je suis tellement énergique, je prends pas plus soin de moi, peut-être je prends un peu plus soin de moi par rapport à avant que j'arrive au Vietnam. Mais aujourd'hui, j'ai besoin du bruit, j'ai besoin du trafic, j'ai besoin de ce bazar organisé, mais j'ai besoin de ce bazar aujourd'hui. Et je suis totalement prêt dans ma tête à passer du tout à rien. C'est-à-dire, je vis dans le bruit à 1000 à l'heure. Et je construis, je fais ce que j'ai à faire professionnellement. C'est un temps de ma vie. Pour switcher après, à être dans un endroit beaucoup plus cool, à prendre soin de moi et de ma famille. Et le partager au Vietnam. Moi, pour moi, ce qui est la réussite au Vietnam, c'est que tu te lèves le matin, tu prends le café en bord de route et tu regardes les autres. C'est vrai, c'est trop ça. C'est tellement difficile parce que c'est tellement simple à faire. Mais quand je les vois faire et que le jour de repos, j'ai le temps d'aller boire un café avec eux à 7h,
comme je répète, on se comprend pas, etc. Bon, maintenant il y a plus de facilité, j'ai plus de vocabulaire en vietnamien. Mais quand je le fais, la vie s'arrête. Le temps s'arrête. Tu manges ton banh mi, tu bois 2-3 cafés. Tu es avec des mecs que tu connais pas, mais en 5 minutes, tu les connais depuis 10 ans. C'est vraiment incroyable comme ils sont curieux et comme ils veulent. Ils veulent tout savoir. Ouais, donc tu les connais. Eux, ils vont pas forcément dire beaucoup. Si tu blagues avec eux, ils vont vouloir blaguer. Donc au final, il va s'ouvrir un peu plus. Mais c'est surtout de prendre le temps de regarder ce qui se fait autour. D'écouter le bruit qui passe, du coup. Et ça, ouais, ça c'est vraiment un critère de réussite pour moi, de prendre le temps de faire ça. Manger ta soupe, ton banh mi, ce que tu veux. Après, tu vas marcher un peu, tu fais un peu de sport. Il y a un rythme de vie qui fait, mine de rien, aller prendre un café à 7 heures dans un endroit comme le D1, en pyjama. Moi, je suis prêt à m'acheter un joli pyjama en jacquard. Je me mets mes yep. C'est la traduction des sandales en plastique, en fait, de ces flip-flops. C'est les yep. Et c'est marrant parce que nous, en français, on utilise le mot yep pour le pied. Pour le pied, ouais. Et eux, c'est le langage du vietnamien. Et c'est faire ça. Tu vas dans le D1, dans un endroit local, tu arrives en pyjama. Tu as ton journal, ta télé, ton iPad, ce que tu veux. Tu prends ton petit déj, personne ne te dit rien. Tu as ton scooter qui est garé en face. C'est ça qui est génial. En France, tu serais un extraterrestre. Ici, tu es l'homme invisible. Tu viens en pyjama claquouze. T'es comment? T'es l'homme invisible, c'est normal. T'es comment? Ça tâche pas le. Ouais. Ça veut pas dire que t'es plus impoli ou t'es plus stupide ou quoi. Non, tu viens dans ton confort et puis je trouve que c'est moi les plus malins. Et le mec il vient prendre un petit déj, il sort du lit, il va prendre un petit déj. Enfin, il se pose pas la question de savoir s'il faut prendre une douche, se faire ci, faire là, il faut un peu se pomponner. Non, il sort du lit, il fait peut-être une toilette, j'en sais rien, je m'en fous, mais il va au café. Et ça c'est énorme. Là c'est vraiment énorme. Et dans mon enfance, j'ai grandi avec des personnes comme ça en fait. Où je travaillais et j'avais des mentors beaucoup plus âgés que moi qui faisaient cette vie. Ils savaient prendre le temps. Donc même si moi je suis aujourd'hui à courir après le temps, j'ai toujours la petite voix qui dit Robin, pense à eux, tu vois, prends le temps. Il y a des trucs importants, il y a des trucs pas importants. Mais juste le temps de l'ennui, c'est ce que j'ai appris au Vietnam. Étant seul, chose que j'avais pas avant, c'est ok, satisfais-toi dans l'ennui, tu vois, ennuie-toi et fais quelque chose quand tu t'ennuies. Ou apprends juste à t'ennuyer pendant 2 heures. Tu sais pas quoi faire. Et tu arrives au terme de l'apprentissage quand tu t'ennuies pendant 2 heures mais que tu n'as pas râlé. Tu as juste pris le temps de rien faire. Et je dis, parfois, c'est rien. Hein. T'es assis là, comme on est là. Je sais pas, je suis au bureau ou je suis au café, mais je fais rien. Je scrolle les réseaux sociaux ou même parfois j'écris, je dessine, je réfléchis à un nouveau... Je veux pas appeler quelqu'un, je veux pas déranger quelqu'un, je veux pas qu'on me dérange. Et ça j'ai appris ça du coup au Vietnam. Apprendre de l'ennui, faire quelque chose de l'ennui. Vietnam déjà du coup, on est en 2025 là. 35 du coup, 2035. Après des retours en France, il n'y a aucun problème. Là pour la petite anecdote, il m'a fallu 3 ans et demi pour rentrer en France. Là, je suis rentré cet été 18 jours. 18 jours ça a été la course, mais ça allait trop vite. 18 jours. 18 jours après 3 ans et demi, on s'aperçoit que 3 ans et demi c'est vraiment long. On s'aperçoit que ça fait mal. On rate des choses en France naturellement. Mais l'expérience ici, c'était acté avant. J'ai cette idée de ce que je réalise aujourd'hui depuis tellement longtemps dans ma tête, étant enfant. À partir de 10 ans, je savais que c'était un restaurant au début. Mais à partir de l'âge de 10 ans, je savais que j'allais ouvrir un restaurant. À l'étranger et en Chine. Mais j'étais passionné par la Chine dès 10 ans. Bah, savoir pourquoi, je sais pas. J'ai pas forcément vu un documentaire ou lu un livre. Par le biais du travail familial, on était liés avec une communauté chinoise. Donc je les ai rencontrés et j'étais en immersion avec eux assez tôt, à partir de 13 ans peut-être. Mais je les comprends, tu ne les comprends pas, tu deals avec eux, tu travailles avec eux, tu travailles pour eux ou pas. Mais ils étaient différents. Peut-être que la première question cliché de base, pourquoi ils sont différents? À 8 ans, tu te dis, mais 8-10 ans, mais pourquoi ils ne ressemblent pas comme moi?
Et c'est pas pour autant que je vais me documenter. Pourquoi? Ou répondre à mes questions. Non. Je me suis dit, bon, j'irai en Chine. J'aurai mes réponses. Et l'entreprise Pierre Hermé Paris, depuis Paris, ouvrait quelque chose à Macao, une principauté du coup au sud de la Chine. Quand j'ai eu l'info, je me suis positionné là-dessus. J'ai dit, ça c'est mon ticket. Macao, ça sera un pied pour la Chine. Juste un pied. Le deuxième, je le mets. Et fil en aiguille, je l'ai eu. Je suis parti à Macao, je suis parti en Chine. Et je me suis retrouvé ici, Vietnam. À aucun regret. J'ai bataillé vraiment pour rester à Shanghai. Ça n'a pas marché, pas grave. Le Covid est arrivé après. Donc déjà, peut-être qu'aussi, il y avait un petit truc qui faisait que, ok, la Chine t'a fait, t'as tenté. Je suis pas superstitieux et je crois pas forcément à toutes ces croyances. Mais dans ma tête, je me suis dit une seconde, ah bah attends, là ils ont mis tout le monde dehors, ils ferment la Chine, c'est très compliqué en Chine. T'es au Vietnam, tu peux vivre. Même si les frontières sont fermées au Vietnam, il y a un commerce interne, il y a une vie interne. Profite, t'es là, ne pense plus à la Chine, c'est fini, c'est passé. Si tu retournes, tu retournes. Mais du coup, je l'ai fait. Ce que j'avais dit à 10 ans, je l'ai fait à 25. J'ai mis un pied en Chine. Et maintenant, je suis au Vietnam. J'avais jamais pensé que j'allais m'arrêter au Vietnam. Là, maintenant, tu me demandes de quitter le Vietnam, c'est hors de question. Pour rien au monde. Rien au monde. Même si je pouvais faire venir plus facilement ma famille ici, même pour 6 mois, je m'en fous. Si on avait les moyens, le temps, le site, je le ferais. Je venais au Vietnam. Je venais voir ce qui se passe. C'est cool, c'est calme. C'est dynamique. C'est bien. Qu'est-ce qui te manque en France? Ma famille et mes amis. Après, ma famille et mes amis. La famille, c'est quand même assez dur, mais elle est supportrice, donc ça va. Les amis, ça va, ça vient. Et on arrive toujours, mine de rien, à choper quelques news. Après, en termes de food, bien sûr, je veux dire le cliché de la baguette, du jambon, du pâté. Mais depuis 6 ans que je suis expatrié, bientôt 7, c'est encore meilleur quand tu rentres en France et que tu dégustes tout ça, en fait. Le bon vin, le bon fromage. Oh là là là. C'est même encore mieux. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte là, cette année-là, quand je suis rentré après 3 ans et demi, où tout était meilleur. Vraiment, Toulouse était encore plus beau que ce que ça l'était avant. Donc imagine mon niveau de chauvinisme. Le pain, le fromage, je sais pas, des riz de veau, une persillade. Tout était bon. Un bon gazpacho, le soleil, aussi l'humidité que tu n'as plus. Mais j'avais froid. Ça me le fait toujours. J'avais froid à 25 degrés, c'était pas la même chaleur. La nuit, c'était chiant, ça froid. Mais c'est ces émotions-là, du coup, t'en gagnes. Je trouve que t'en gagnes. Tu les as pas tout au long de l'année. Et généralement, un expat va rentrer une fois tous les 2 ans. 1 mois, 2 mois. Mais quand tu rentres, je trouve que c'est beaucoup plus apprécié. Tu t'organises aussi un peu plus afin de ne pas perdre de temps. Donc tout ce que tu fais, c'est planifié, c'est bien, c'est nickel. Et ouais, du coup, comme au Vietnam, enfin c'est mon point de vue, mais comme au Vietnam, je suis ébahi et j'ai de belles émotions pour quelque chose de très simple, quelque chose de très sommaire. Quand tu rentres en France, que le service est déjà un peu plus décuplé, que le produit est meilleur, imagine juste mon niveau de satisfaction. Quand ici un rien me satisfait et que tu arrives en France avec le service qu'on a et le pays qu'on est, quand la baguette de pain, naturellement le goût est décuplé par rapport au Vietnam, mais le service est encore mieux et bon ici et là, c'est poli. Les émotions sont totalement différentes et encore mieux. Donc tu prends vraiment soin de profiter de chaque instant que tu as. Même si c'est que 18 jours, même si tu bouges dans toutes les villes pour embrasser chaque membre de ta famille, chaque minute compte. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, j'avais envie de perdre du temps, j'en perdais un peu, c'est pas grave. Mais là, maintenant, tu t'aperçois que tu ne veux pas perdre de temps. Ça fait 4 ans que je cours après les minutes. Je n'aime pas perdre mon temps, à part si c'est pour m'ennuyer. M'obliger à m'ennuyer, qui maintenant est devenu totalement naturel dans mon emploi du temps.
C'est-à-dire que là, j'ai rien à faire pendant 2 heures. Ben, je vais pas chercher à faire quelque chose, je vais m'ennuyer. Et bien là, c'est pareil quand je rentre en France. Je sais que je veux profiter de chaque minute. Même si c'est un trajet en voiture, même si c'est un café avec quelqu'un, j'ai que 20 minutes, viens, on prend un café. Ces 20 minutes-là sont super. En France, il y a 10 ans, je ne me voyais pas appeler un pote, tiens, viens, on se voit juste pour 20 minutes. Non, on veut 20 minutes, elle reste. Mais là, on profite vraiment des 20 minutes, parce que j'ai pas plus, ou la personne n'a pas plus. Ces 20 minutes, elles sont condensées, elles sont extrêmes, les émotions sont là, il y a des rires, des pleurs, il y a ce que tu veux. Ouais. Ces 20 minutes, c'est fini, on s'en va. Et tu passes à autre chose. Et c'est ça, c'est spécial. c'est ce que j'aime maintenant quand j'entre en France. Profiter de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas forcément le temps de se rendre compte quand on est en France. C'est-à-dire tous les avantages, ou même les produits, ou même l'environnement, enfin le pays en lui-même, le pays est magnifique. La France est vraiment belle, mais quand on y est, je pense qu'on ne s'en aperçoit pas. Pas vraiment, ou peut-être qu'on oublie. Moi, 5 ans à Paris, la 5e année, fin d'année, j'étais vraiment regard sur le trottoir, tu regardes uniquement là où tu marches, tu as travaillé, métro, boulot, dodo. C'est ce cliché là, métro, c'est ça. Tu travailles. Donc, quand tu sors de ça, ça ne veut pas dire que tu travailles moins, mais tu organises mieux ton travail et tu prends le temps de profiter des choses. Et maintenant, quand j'entre en France, je prends le temps de profiter de ces choses-là, même si c'est très court. Et c'est bien ça. Ça, c'est un avantage maintenant. Donc tu nous dis, la famille et les amis te manquent. Ouais. Est-ce qu'ici au Vietnam, tu as réussi à te faire des amis? Ouais. Des amis, hein? Des amis, ouais, ça va être plus sélectif du coup. Parce que du coup, t'es expat, t'arrives tout seul. Je pense que la règle du jeu, c'est que tu peux pas te méfier de tout le monde. Sinon, tu restes longtemps tout seul. Après, c'est, je sais pas, au tempérament, au feeling. Tu sens une personne plus qu'une autre. Parfois, tu es déçu, tu es surpris. Et avec d'autres, ça colle et ça match depuis 4 ans. Et eux, je les considère comme amis. Alors qu'ils soient expatriés comme moi, mais depuis 40 ans au Vietnam, qu'ils soient vietnamiens, japonais ou autres, ça n'a rien à voir. Juste qu'on ait des bonnes connexions. Avec la clientèle, ça aide aussi. Parce que du coup, il y a des clients qui vont devenir amis du shop. Moi, après, j'essaie de faire la différence entre amis du shop, staff, amis perso. Mais amis perso, c'est restreint, c'est petit, c'est un petit cercle. Mais au moins, tu sais que tu peux tout leur dire, tout leur demander. Tu prends en gros des 10 années précédentes que les bons côtés et les bons jugements avec les nouvelles personnes que tu veux rencontrer. Parce que naturellement, tu n'as pas le temps, une vie d'expat, tu n'as pas le temps comme en France de prendre le temps de connaître la personne, de t'installer. Une vie d'expat, c'est quoi, 2 à 4 ans, après tu bouges, tu vas ailleurs, tu ci, tu là. Donc moi aujourd'hui, mon cercle d'amis est plus tourné sur le côté local, soit par le staff, soit par des Vietnamiens, des locaux que j'ai pu rencontrer ici. Et après un banc de Français ou Japonais ou toute nationalité, avec qui parfois on va prendre un café, on va prendre un resto, on va boire un coup, on va manger, bien au café. C'est plus petit. À comparer avec la France et 10 ans auparavant, c'est du coup le noyau dur est déjà un peu plus petit. C'est souvent les mêmes personnes et ça me va très bien. Après, je passe aussi beaucoup de temps ici, donc ma vie sociale, elle est aussi limitée. Moi, ceux qui sont toujours mes amis, c'est ceux qui ont accepté une centaine de messages de ma part en leur répondant non, je peux pas aujourd'hui, je travaille. Quand tu envoies ça pendant 2 ans à des gens qui continuent toujours à te proposer de sortir, je trouve que c'est énorme, tu vois. Je suis vraiment chanceux de les avoir. Ils comprennent que j'ai à travailler, ils comprennent que je travaille. Avant de m'envoyer le message, ils vont sûrement penser que de toute façon, le Romain, il va m'envoyer une balle, il va dire non, quoi. Mais il m'envoie quand même le message, tu vois. Et on est amis grâce à tout ça, quoi. Et quand on se voit, on parle pas taf. Pas du tout. On parle de tout sauf de ça. On parle de la vie, quoi. Mais pas du boulot, de ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Tout à l'heure, tu l'as mentionné. En France, on a certains avantages, notamment la sécurité sociale au niveau de la santé.
T'as quitté tout ça. C'est ça. Comment ça se passe maintenant? Comment tu gères ça? Après, du coup, on retrouve les mêmes services, mais il faut tout payer, tout est privé. C'est-à-dire que par le biais de la société, j'ai une sécurité sociale pour moi-même, mes employés et la société. Mais après, en personnel, je vais avoir une sorte de mutuelle. Une mutuelle privée, en fait. Si quelque chose arrive, j'ai un rapatriement en France. Je crois que c'est même lié à ma famille aussi. Mes proches parents ou même frères et sœurs. S'ils avaient un problème au Vietnam, ils seraient aussi rapatriés. C'est lié, en fait. C'est une boîte, c'est une assurance étrangère. C'est une compagnie étrangère basée au Vietnam qui m'a été conseillée par d'autres expats qui travaillent aussi avec cette même agence. Après, il y a des barèmes, il y a des paliers, pardon. L'âge, la situation, la vie de famille. Moi, je suis à chaque fois au minimum des paliers. Je suis plus jeune. Au moins, ça te coûte moins drôle. C'est ça. À la fin de l'année, ça me coûte moins cher. Voilà, parce que il y a le fait de la société qui en prend aussi une bonne partie. Moi, je suis tout seul à me couvrir. J'ai pas de famille. Je suis pas marié, donc j'ai pas non plus ma conjointe à couvrir. Je suis tout seul. Même moi, si demain je veux aller ailleurs, cette assurance me suit en fait. Je suis toujours tout seul. C'est juste à changer l'adresse. Et voilà. Donc, entre guillemets, c'est les mêmes services. Pardon, c'est les mêmes avantages, mais c'est des avantages qui sont privés, donc payants. Plus cher. D'accord. En France, c'est différent. C'est cotisé sur notre salaire. C'est prélevé sur notre salaire, mais on est couvert pour tout. Ici, on est malade, on y va, on est remboursé. Comme ça. Bon, après, je suis pas malade. Comment on dit le travail, c'est la vie, c'est comme ça qu'on dit? Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Ouais. Le travail, c'est la santé. Voilà. Le travail, c'est la santé. C'est ça. Et je suis malade quand je m'arrête. Ouais. Je suis malade en vacances. Tu es malade en vacances. Merde. Ok, donc ça, c'est la. En France, voilà, il y a cet avantage payant. C'est ça. De la sécurité sociale. Il y a aussi la retraite. Toi, comment tu t'y prépares maintenant, vu que tu n'es plus un employé, tu ne travailles plus en France? Est-ce que tu prépares ta retraite ou, comme tu disais tout à l'heure, tu es plus le mec au jour le jour et puis on verra plus tard? Je la prépare pas. Après, je la prépare pas, j'y ai jamais pensé. Je l'ai jamais attendu non plus. Vraiment pas. J'ai cotisé un peu, déjà en France. Peanuts, rien. Des peanuts, ouais. Mais j'attends rien de ça. Rien du tout. Aujourd'hui, sans forcément juste dire je vis au jour le jour. Je sais qu'à un moment dans ma vie, il faudra aussi avoir une sécurité financière, une stabilité de vie. Je ne peux pas vivre comme ça non plus toute ma vie, bien que, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que je travaille, je ne vois pas ça comme une tâche. Tant que je travaille, moi, en cuisine, à faire ce que j'aime, je ne vois pas ça comme une tâche ingrate ou une tâche que je ne veux pas réaliser. Je ne me vois pas travailler tous les jours. Ça, je sais que c'est cliché de le dire. Quand on fait un métier passion, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Tu es rémunéré pour ta passion? Ouais, je trouve que c'est vrai en fait. Enfin, je me lever à 4h du matin ou travailler jusqu'à minuit, je ne vois pas ça comme une contrainte. Je suis en cuisine, je fais des gâteaux, je crée, je rends des gens contents. Des gens que je ne connais pas en plus, heureux. Ça n'a pas de prix. Donc tant que je trouve toujours ces émotions dans mon travail tous les jours, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas à penser à la retraite. Je critique pas non plus ceux qui y pensent, c'est juste que je m'en fous. Je fais mon truc, je prends les gens que je touche, je prends soin d'eux, que ce soit nos clients ou alors sur les réseaux sociaux. Ils nous suivent, ils écoutent l'histoire, ils connaissent l'histoire, ils la suivent, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas, c'est fou. Ils iront voir quelqu'un d'autre et ils seront appréciés par quelqu'un d'autre. Je les déteste pas. J'aime tout le monde. Je te dis, ça fait chier les gens ça. Moi j'aime tout le monde. Je veux vraiment apprendre de chacun. Je suis sûr que je peux apprendre de tout le monde. Même si c'est une connerie. Même apprendre une blague, je rigole pour rien moi. Donc en fait, même quand il y a quelqu'un qui va me dire ah ok, ça a matché, tu vois. Et je vais garder ça au moins en tête. Si je le recroise, je vais dire j'ai rigolé une blague.
Donc le côté retraite, non, c'est pas pour moi. J'ai pas été élevé et grandi comme ça. Donc moi, ma retraite, c'est, je sais pas, c'est peut-être déjà ça, quoi, j'en sais rien. On verra plus tard. On verra plus tard, voilà. Tu fais un avant, un après. Je reviens dans 30 ans, ok. T'as eu une sacrée aventure quand même à ton expatriation, t'as fait pas mal de pays, t'as pas mal bougé. Tu rencontres le Robin d'avant de s'expatrier. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dirais qu'on se retrouvera pas dans les 5 ans d'après, mais plus les 10 ans. Parce que du coup, j'aimerais avoir le sentiment de pas savoir ce qui peut m'attendre 5 ans de plus, à partir de maintenant jusqu'à dans 5 ans, même si j'ai des objectifs bien tracés. Mais je lui dirais, bah tiens, moi j'ai peut-être 5 ans de plus, mais tiens, va directement à 5 ans encore, donc 10 ans. Va rencontrer le mec de dans 10 ans. Et le mec que tu rencontreras ces 10 années d'après, on fait pareil 10 ans plus tard. D'accord. Et en fait, c'est-à-dire que comme ça, je m'arrête jamais à un point en disant ok, je veux attraper cet objectif, on s'arrête, on n'en a plus. Moi, j'ai toujours des objectifs et le dernier est très très élevé. Donc en fait, j'ai grandi et j'ai formaté cette assurance en moi qui fait que ce gamin, enfin ouais, ce jeune homme 5 ans auparavant, avant qu'il parte à Macao, je lui dirais ok, fais ce que tu as à faire à Macao, mais vois déjà dans 10 ans. Et dans 10 ans, tu rencontres le mec encore 10 ans de plus. Donc toujours te projeter. Ouais, toujours rencontrer et d'apprendre de quelqu'un qui est plus âgé, qui a plus de bouteilles, qui a plus d'expérience. Parce que je vais jamais lui réinventer la roue. C'est pas au vieux singe qu'on n'a pas à faire la grimace. Il a grandi avec ses dictons un peu clichés, mais j'ai grandi avec ça. Donc en fait, j'apprends des anciens. Un ancien va m'apporter beaucoup plus qu'une personne de mon âge. Encore plus du coup s'il est de nationalité étrangère à la mienne, différente à la mienne. Et c'est exactement ce que je dirais à moi 5 ans avant. À quoi tu vas ressembler dans 10 ans de plus? Où tu seras? Et je pense que du coup, 5 ans de plus, je serai encore au Vietnam. La marque, peut-être pas seulement, mais moi en tout cas, ouais. L'avantage d'avoir fait ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai fait dans une ville que j'aime, où je m'y sens bien, et que j'ai un énorme respect et d'énormes valeurs à dire que la société, la marque, le head office sera toujours Saigon. Quoi que tu puisses en dire, quoi que tu puisses en faire, français ou pas, je l'ai créé à Saigon. Donc il y aura toujours une partie de Saigon dans Robin Mouquet Cake Shop, dans la marque, même si j'ai la chance de l'exporter en France ou dans d'autres pays en Asie, ça sera toujours créé là. Donc il y aura toujours en fait cette affiliation de travailler dur dans un pays qui travaille dur, avec une image que je respecte et j'aime y vivre dedans, mais de me dire ok, c'est une marque franco-vietnamienne et peut-être même vietnamienne. Parce que moi je veux apprendre vietnamienne avec une touche française. Peut-être, ou même totalement juste délaissé. Je renie pas mes origines d'être français, mais j'aime vraiment tellement ce qu'il y a au Vietnam. Vraiment, c'est même indescriptible et j'en parle pas tous les jours non plus. Mais j'aime vraiment plus être là qu'en France aujourd'hui. Me dire que c'est une marque qu'on aura à créer avec l'énergie vietnamienne, avec des produits locaux, avec une touche vietnamienne, peut-être une touche française, mais qui a été un peu twistée à la vietnamienne. Parce que mine de rien, je suis juste je pense, une copie conforme du Viet, avec une éducation française. Mais le sourire, le rire, le bonheur, le travailler dur, le lève-tôt, la curiosité, le parler fort, le parler beaucoup, le parler vite, tout ça, ils sont comme ça, je suis comme ça. Après, je suis français, je suis blanc, pas de problème. Mais d'une manière générale, je me ressens beaucoup plus chez moi étant ici qu'ayant passé toutes mes années en France. Même si je renie rien de tout. J'aime mon passé, mais j'aime encore plus être ici, à faire ça, et être dans une ville qui est dynamique, ça aide. Du coup, tu es content et tu es conscient de la dynamique de la ville et de ce que tu peux apporter aussi à la ville. Ça, c'est énorme. Et dans 10 ans, j'aimerais bien me retourner et dire, putain, j'ai participé à ça, tu vois. Ou pendant tout cet engouement-là, ça a été dur les premières années, et tu sais pas pourquoi, une année, un matin, il y a eu plus de touristes au Vietnam qu'en Thaïlande, tu sais pas pourquoi.
Et tu as vécu ça. Et tu as vécu l'expansion de la ville. Tu vis dans une grande ville, dans un grand pays. Tu voyages pour pas très cher, tu manges pour pas très cher. Même si la qualité de vie augmente, c'est vrai que le prix de la vie augmente un peu au Vietnam, le salaire aussi augmente, mais Ça reste bien abordable. ça reste bien abordable. Surtout comparé à la qualité que tu peux avoir. Et c'est ça, parce qu'ici, même le cheap, c'est même parfois meilleur. Mais oui, c'est ça. Tu vas te manger un bol de pho à 40 000 dong dans la rue sur une chaise en plastique, une table en plastique et tu vas te régaler, ça va être magnifique. C'est ça. Donc, le Robin, 5 ans avant, on se voit Dans 10 ans. dans 10 ans. Et dans 10 ans, on se revoit dans 10 ans. C'est ça. Et on s'arrête jamais en fait. Et comme ça, je sais pas du coup qui je veux être dans 10 ans plus tard, mais je sais que je dois me rapprocher de ça en fait. D'accord. C'est des paliers de vie, je pense, j'en sais rien. Ma vingtaine, c'est à Paris. Même si je travaillais dur, je faisais la fête à chaque moment de livre. Chaque moment de livre, fête. Des nuits blanches, des parties. Mais c'était bon ça. Ça, c'était super bon. Là, je sais qu'aujourd'hui, je peux pas le faire. Ici, quand j'ai du temps, je le passe pour moi. Chose que je faisais pas avant. Donc, je sais pas ce que va m'apporter 5 ans de maturité en plus, 5 ans d'expérience en plus. Donc, du coup, c'est pour ça que je veux juste me dire, tiens, vois-toi dans 10 ans. Sans savoir qui tu veux vraiment être dans 10 ans. Mais tu sais que par rapport au travail, il faudra que tu sois plus ou moins comme ça. Et voilà, et tu augmentes. Top. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Robin pour ton témoignage. Mais de rien. Tu nous as raconté à outrance de choses. La vidéo elle va faire 2 heures. Enfin non mais c'est top. Dans tous les cas, les amis, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah, petite bisette Robin. Petite bisette, bisous caresses. Ça c'est mon... je sais pas quoi dire. J'ai gâché la vidéo. Bisous caresse là, c'est pas grave.